Notre héros se réveille face à un truc plus fou qu'une licorne qui fume. Une blonde lui dit qu'elle aussi, elle adore les mangas. Il se demande ce qu'il a fait pour mériter ça. Une rousse lui prend la main, tandis qu'une bombe asiatique le regarde comme je regarde une offre d'emploi après mon diplôme d'art. Il voulait juste une vie normale, mais une fille aux cheveux bleus va lui déclarer sa flamme. Tout le monde l'appelle Kim, mais ce n'est pas son nom, et il ne comprend rien à ce qui lui arrive. Il se souvient de son réveil à l'hôpital, avec tout le monde aux petits soins. Les médecins étaient stupéfaits. Une femme pleurait. Ils lui ont demandé s'il savait qui il était et ce qui s'était passé. En réalité, c'était un étudiant ordinaire. Mais un incendie a ravagé son labo et il est mort en tentant de sauver son disque dur et d'effacer son historique. J'aurais fait pareil. Il n'a pas pu sortir à temps et a perdu connaissance, avant de se réveiller à l'hôpital. En se regardant dans le miroir, il réalise que ce n'est pas son visage. Sur le chemin du retour, il commence à hériter des souvenirs de son hôte. Il s'est réincarné en Kim, un collégien ordinaire. Ses parents sont des Coréens installés au Japon et Kim a eu un grave accident de voiture qui l'a plongé dans le coma. Kim regarde ses mains. Sa vie est finie, il est dans le corps d'un ado émo, avec une coupe à la Sasuke et une tête de perdant. Mais au moins, il n'aura plus à finir ses études. Tout vaut mieux que l'enfer qu'il a connu. Il craint que cette possession ne s'arrête, mais comment va-t-il vivre dans ce corps avec cette famille? Sa mère lui dit d'aller se reposer. Il monte dans la chambre de Kim, guidé par une mémoire musculaire étrange. En entrant, il est sous le choc. La pièce est remplie de mangas et de figurines sexy. C'est le paradis de l'otaku pur et dur. En tant que mec normal, il se demande pourquoi Kim gardait tout ça. Mais s'il change de comportement, tout le monde saura qu'il n'est pas Kim. Il voit un poster de Kim dans une pose gênante. Il réalise que Kim joue ce personnage 24 heures sur 24. Kim semble être du genre à se consoler tout seul. Il feuillette les mangas pour comprendre comment Kim se comporte avec les autres. Il tombe sur un manga, Scramble Love, où deux filles se battent pour le héros. Ce personnage lui dit quelque chose. C'était un succès record, une comédie romantique où l'ami d'enfance finit enfin par avoir son happy end. Les fans étaient en délire. Après 5 heures, il est lui-même devenu accro à cette culture otaku. Il est épuisé, mais ne peut plus s'arrêter. Sa mère lui demande de s'occuper des clients qui arrivent. C'est son moment. Il appelle sa mère sa créatrice et lui répond d'une voix sombre qu'il a compris. Elle y croit et dit qu'il est égal à lui-même. Kim est surpris que ça marche et s'interroge sur la vie de Kim. Être fils de restaurateur est une chance pour les protéines. Soudain, un client blond entre dans le restaurant. Une blonde l'accompagne, toute rouge, et lui dit qu'elle va le nourrir et qu'il ne pourra pas s'échapper. Le gars se plaint de son repas, mais Kim reconnaît Ryuji, le héros de Scramble Love. Il est dans le manga qu'il vient de lire. Il était un étudiant ordinaire mort en effaçant son historique. Dieu l'a réincarné dans le corps de Kim, un figurant de Scramble Love. En tant que figurant, il a passé la nuit à lire. Il observe le couple, mais c'est assez proche de sa propre vie. Il était un figurant avant, il l'est toujours. Au moins, il n'est pas dans l'Attaque des Titans ou Blood Sea. Juste une comédie romantique, sans démons. S'il évite Ryuji, tout devrait bien se passer. Après ça, il a eu une vie bien remplie, dévorant tous les livres pour ses recherches et postulant dans un lycée privé loin de chez lui. Admis comme major, il a obtenu une bourse et rejoint le conseil des élèves. Ro a prouvé qu'on peut être otaku et membre productif de la société, mais il reste Kim et doit s'adapter à sa nouvelle réalité. Il se met au dessin, puis décide de se trouver un passe-temps comme le sport. Il commence le tapis de course, renforce son endurance, fait des pompes jusqu'à l'évanouissement et devient inséparable du développé couché. L'adrénaline monte, l'otaku devient un mordu de gym. Le temps passe et le lycée arrive enfin. Tout le monde regarde l'homme qui s'approche du tableau. Il sourit, fixant quelqu'un tout droit sorti de Dragon Ball Z ou JoJo's Bizarre Adventure. Ne me dites pas que c'est Kim. Eh bien, si, c'est lui. Il a réussi sa 2e année, transformant sa vie de loser otaku en celle d'un figurant de JoJo's Bizarre Adventure. Les cerisiers en fleurs entourent le campus. Il est en première. Il se souvient de l'année passée à soulever de la fonte jour et nuit pour devenir une montagne de muscles. Une transformation radicale pour assurer sa survie. C'est le monde d'un manga, et même si c'est une rom-com, il craint l'apparition soudaine de fantômes ou de yakuza. C'est pour ça qu'il est devenu obsédé par la musculation. Il arrive en classe, et Yaguchi, l'héroïne du manga, s'approche de Ryuji. Ryuji soupire, la journée commence mal. Kim écoute à quelques mètres. C'est un désastre. Il est dans la même classe que Ryuji. Et son idée pour passer inaperçu, c'était de prendre 30 kilos de muscles et de ressembler à un chef yakuza. Ryuji se plaint de tout ce qui a foiré depuis ce matin. Il a perdu son portefeuille et a bousculé une inconnue dans la rue. Kim est surpris. Le prof ordonne le silence et demande à tout le monde de s'asseoir. Yaguchi rejoint sa place
et le prof continue son discours interminable. Une élève transférée arrive, une blonde aux yeux émeraudes avec un sourire malicieux. Tout le monde se demande si elle est étrangère. Elle se présente, Kishimoto, venu de loin, fan de sucreries et de soupe. Kim n'en revient pas, il est dans la même classe que le héros, l'héroïne principale et la secondaire. Il se souvient qu'elle était la favorite des sondages, mais qu'elle n'a jamais gagné. Le destin veut que Kishimoto s'assoie juste à côté de Kim et Ryuji. Ryuji reconnaît la fille violente du matin, et elle le traite de pervers. Le prof, aussi aveugle qu'une taupe, trouve ça génial qu'ils se connaissent et lui demande de s'asseoir. Il s'assoit, et Kishimoto ignore Ryuji. Elle lui rend tout de même son portefeuille. Kim, aussi discret qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine, se demande s'il va devoir subir ça 2 ans, ou s'il doit changer d'école. Plus tard, un élève demande à Kim de lui prêter son manga. Même au lycée, il essaye de rester à jour. Comme ce monde suit les codes des comédies romantiques, il doit se souvenir de tout. Il imagine un nerd coincé entre 2 bombes. Soudain, Ryuji attrape les mains de Kishimoto pour lui parler en privé. C'est à propos de l'incident du matin, et elle accepte en rougissant. L'élève demande à Kim s'il se passe quelque chose, mais il s'esquive en disant qu'il doit aller aux toilettes. Dans le couloir, tout le monde se fige, craignant que les Yakuza ne prennent le contrôle. Certains disent qu'il est l'héritier d'une école d'assassins. Kim se demande pourquoi ils changent tous de comportement, juste parce qu'il s'est un peu musclé. Il appelle ça un peu musclé. C'est comme quand je dis à mes parents que je suis un peu fauché après mes études d'art. Il décide de se dépêcher pour surveiller leur interaction. Il a besoin de toutes les infos possibles. Le seul endroit pour discuter, c'est derrière l'école, là où Kishimoto et Ryuji s'entendent bien. Ryuji utilise la technique légendaire des mains jointes pour s'excuser. La même technique que j'utilisais avec mon proprio pour le loyer. Sauf que pour lui, ça marche. Kim n'en revient pas que cette pose ridicule fasse rire Kishimoto. Elle le traite de petit innocent et dit qu'elle n'est pas rancunière. Tout se passe bien entre eux, et Kim, maître du camouflage, reste caché dans les buissons avec 2 branches à la main. Il voit Kishimoto rayonnante, normal qu'elle soit première. La pauvre va perdre face à un ami d'enfance. Une autre fille repère Kim dans les buissons, aussi discret qu'un steak vegan à un barbecue. Elle l'interpelle et demande ce que le secrétaire du conseil fait là. C'est une bombe atomique. Elle demande s'il espionne les filles. Descendante d'une noble famille de Kyoto, elle préside le conseil avec une pointe de méchanceté. Kim sait qu'elle est devenue un personnage gag, mais il veut fuir car elle fait partie du casting principal. Elle s'appelle Kumiko. Kim invente une excuse. Il cherchait une branche pour décorer le local. Il lui tend le bout de bois, tentant d'agir normalement, mais c'est un échec cuisant. Kumiko regarde la branche, doutant de son intelligence, mais elle la prend. Puisque le secrétaire l'a choisie, elle l'exposera par respect. Même si c'était tiré par les cheveux, elle y a cru. Il demande si elle révise pour la rentrée, elle rit. Elle veut déjeuner avec le conseil et invite Kim à se joindre à eux. Il est clair que Kumiko craque pour notre héros musclé. Kim gâche tout en disant que la cantine sert de la nourriture de pauvres. Kumiko rit, elle connaît la cuisine populaire et adore le porc épicé, comme au resto de sa famille. Kim ne sait pas si c'est un compliment, mais c'est impressionnant pour une fille si chic. Dommage qu'ils ne servent pas de porc épicé à la cantine. Kumiko est déçue, elle demande ce qu'il y a au menu. Kim répond que c'est un plat similaire. Kumiko hésite à manger cette viande mystère. C'est alors qu'une fille parfaite arrive et demande où elle était. Son steak refroidit, il faut rentrer. C'est Akagi, la fidèle vice-présidente du conseil. Akagi voit Kim, aussi épais qu'un bloc de tofu. Il ne réalise pas que la présidente traîne avec lui parce qu'elle l'aime et qu'elle en oublie même de manger. Kumiko se place devant Kim pour qu'Akagi ne dise rien. Elle craint les commérages, mais Akagi ne supporte pas le comportement de cet idiot envers elle. La famille d'Akagi sert celle de Kumiko depuis des générations. Il veut forcer ce gorille musclé à sortir avec elle. Kumiko lui dit de se calmer, son steak refroidit. Ils partent et Akagi ne comprend toujours rien. « Mec, si tu veux pas jouer, passe la manette. Qui refuserait des gâteaux à vie et des steaks végés tous les jours ?» Après les cours, il arrive au métro, intimidant tout le monde à des kilomètres. Kim se demande quelle journée il a eu. Grâce à sa carrure, tout le monde l'évite, sauf ses camarades. S'il reste discret et évite le héros, il passera inaperçu. Il est motivé, la taille compte, et il est fier de son entraînement. Une fille innocente se demande si c'est un lycéen ou un mafieux. Il reste 10 minutes avant son train, il ouvre une cerise et compte vivre sa vie de figurant, ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Car soudain, Kishimoto le reconnaît comme son camarade de classe et se présente. Pourquoi diable est-il là? Sa transformation va-t-elle faire passer Ryuji du rôle de héros à celui de faire-valoir? Ou les choses vont-elles rentrer dans l'ordre? Kishimoto s'excuse. Elle ne savait pas quoi faire, mais elle est tombée sur Kim. Elle est aussi amicale qu'un chiot et lui demande son chemin. Kim la regarde, perplexe. La fille n'est pas effrayée par sa carrure.
Et comment connaît-elle son nom? L'idiot a oublié qu'il portait son badge. Kishimoto rit et lui dit qu'il est quelqu'un de bien. Kim est surpris. Quand les gens le voient, ce n'est pas la première chose qui leur vient à l'esprit. Yakuza, sûrement. Masochiste, peut-être. Chômeur et sans espoir, certainement. De quoi parle-t-elle donc? Kishimoto explique qu'il est tel qu'elle l'imaginait, mais il veut savoir comment elle se souvient de lui. En classe, il était pourtant discret. Une aura étrange traversait 5 dimensions. Impossible pour Kishimoto de ne pas le remarquer. Il y a des rumeurs sur ses combats contre 50 motards, ses refus au Yakuza et ses farces à Goku. Elle était curieuse de savoir qui il était. Elle est ravie de voir qu'il est gentil et drôle, c'est quelqu'un de bien. Kim est partagé car Kishimoto est l'héroïne et il refuse ce drame amoureux. Mais vu sa gentillesse malgré les rumeurs, elle est clairement la plus populaire. Il se demande s'il doit jouer les durs pour l'effrayer. Kishimoto le sort de ses pensées en l'appelant « boudeuse ». Kim la remercie. Kishimoto lui dit que tout le monde verra qui il est vraiment. Il ne doit pas craindre les rumeurs. Il a l'air intimidant, mais il est gentil. Ils devraient être amis. Kim, qui tentait de l'effrayer, réalise que c'est inutile. Elle est du genre à se mêler de tout, même s'il n'était qu'un otaku jouant avec ses poupées. Elle aurait demandé qui était le personnage, leur rencontre était inévitable. Mais il veut rester un simple figurant. Il dit à Kishimoto qu'il veut être son ami d'une manière qui ferait fuir n'importe qui. Mais elle rit. Elle lui demande s'il connaît le chemin pour chez elle. Il voit l'adresse. Elle habite dans les beaux quartiers, une riche héritière déconnectée. Il lui dit de prendre le même train, puisqu'ils habitent dans le même coin. Sa ville n'est qu'à 2 arrêts. Kishimoto est ravi, et Kim réalise qu'il s'enfonce de plus en plus. Il se préparait à survivre à cette comédie romantique, musclée comme pour affronter Satan. Il a juste oublié de lire le manga original Scramble Love. Il décide de devenir ami avec Kishimoto pour en savoir plus. Si ça tourne mal, il pourra toujours la conseiller. Il s'imagine forcer un type à sortir avec elle. Dans son délire, il décide qu'en tant que camarade, il peut l'aider sans changer l'intrigue. Il lui offre un coca qu'elle apprécie. Elle dit à Kim qu'elle évite le sucre pour sa ligne. Il s'avère qu'elle est aussi mannequin. Elle montre une photo d'elle en cosplay. Kim remarque qu'elle est différente en vrai. C'est peut-être le maquillage, dit-il. Elle rit, agacée, ce n'est pas ça. Une amitié improbable est née. Mais cela va-t-il changer le cours de l'histoire? Le train arrive en gare, il monte à bord. Tous les gars évitent le regard de Kim, murmurant qu'il est le roi des démons. Kishimoto rit. Voyager avec lui a ses avantages. Personne ne l'embêtera pendant le trajet. En descendant, elle tente de mémoriser le chemin. Kim la guide dans le train. Elle descend, rayonnante, et promet de le revoir dès demain. Kim se demande pourquoi il devra supporter cette fille chaque jour. C'est la récré. Kishimoto cherche Kim partout. Elle le trouve enfin, seul sur le parking, en train de manger ses sushis. Elle a les larmes aux yeux. Elle est triste qu'il mange seul. Kim répond qu'en classe, les autres ont l'air de faire une attaque. Elle insiste pour qu'il s'assoie avec les autres, mais il est bien mieux tout seul. Ça évite aux autres de se faire dessus en le voyant. Il se gave de protéines. Et puis, elle a dit qu'un jour, tout le monde verrait qui il est vraiment, alors il attend. Kishimoto culpabilise, mais change d'humeur en voyant ses sushis. Elle bave devant et demande à goûter. Kim est soulagée qu'elle ne pleure plus et lui en propose un. Kishimoto rit, il est si drôle. Bien que son humour soit aussi vivant qu'un opossum mort, il croit qu'elle ne veut que les sushis. Elle boude, vexée. En réalité, il s'est rapproché de la blonde. Sa bonne humeur rend les choses moins gênantes. Dès qu'elle goûte un sushi, elle est émue aux larmes. Elle complimente le restaurant de sa famille et lui offre un morceau d'omelette. Il mène la belle vie. Il a une bourse et il prend une omelette roulée directement sur ses genoux. Mais dès qu'il en croque un morceau, son corps se fige. L'omelette est tellement sucrée qu'elle en devient immangeable pour le commun des mortels. Kim demande quelle dose de sucre elle a mise. Kishimoto répond une dose raisonnable. Comme quand ma fac disait que mon diplôme était raisonnable, sans me dire que je finirais au chômage. Kim veut l'empêcher de ruiner sa santé avec tout ce sucre. Il va lui apprendre à faire une omelette salée. Kishimoto est sceptique et se moque de ses goûts étranges. Alors que c'est elle la bizarre, la police du plaisir débarque. Enfin, Kumiko et Akagi. Kumiko semble prête à exploser de rage et de larmes. Elle pointe Kim du doigt en criant que leur relation hétéro est impardonnable. En tant que présidente du conseil, elle ne tolérera pas ça. Nos gars sont perdus. Relation inappropriée, ils sont juste en train de déjeuner ensemble. Akagi l'accuse de chercher des excuses alors qu'il est pris sur le fait. Mais il n'y a rien d'inapproprié. Pourquoi agissent-ils ainsi? Pendant qu'ils se disputent, Kishimoto remarque Kumiko qui lui demande si elle a quelque chose à ajouter. Elle répond avec enthousiasme qu'elle est la présidente du Conseil des Ténèbres. Kumiko est sous le choc. Pourquoi ce surnom alors qu'elle n'est pas noire? Apparemment, c'est parce qu'elle porte un uniforme noir. Kumiko crie sur Kishimoto pour son impolitesse.
Est-ce un crime de porter du noir? On dit qu'elle fait du cosplay depuis toujours avec sa tenue noire et son éventail. Être traitée de cosplayeuse l'anéantit totalement. Elle dit quand même à Kishimoto de se méfier. Notre waifu-kan ne laissera pas son gorille musclé se faire voler par une fille Golden Retriever. Elle se cache le visage et s'enfuit. Une retraite tactique qui laisse notre gars et Kishimoto bouche bée, totalement confus. Plus tard, notre gars est en classe. Kishimoto demande ce qu'il fait. Il essaye de trouver un club. Le seul club pour lui serait celui des Z, mais il veut tester tous les clubs de sport. Avec un plan en tête, il se met en route. Il veut tous les visiter pour voir jusqu'où sa force le mènera. Il sourit, une aura violette autour de lui, prêt à briser le moral des athlètes. D'abord le club de foot, où 2 délinquants ratent leur tir. Le gardien réalise que leur précision est digne d'un aveugle. Les délinquants jurent, les joueurs en ont assez. Ils traitent les autres de nuls, jusqu'à ce que quelqu'un les remette à leur place. Ces perdants se nomment le duo broyeur d'os. Mais face au capitaine d'1,80 m, il leur ordonne de dégager ou de se faire corriger. Comprenant que ça ne vaut pas le coup, ils partent, livides. Un petit gars remercie son capitaine de les avoir sauvés. Le capitaine demande ce qu'il pense des recrues. Il répond qu'il n'y a aucun talent et que ce sont tous des nuls. S'ils avaient une recrue forte, tout changerait. Il ne sait pas que sa prière va être exaucée de la manière la plus inattendue. Les délinquants grincent des dents, furieux que le coach traite leur duo ainsi. Ils râlent contre les footeux et veulent prendre le contrôle du lycée. Mais ils ne peuvent pas battre le capitaine, dont les tirs dépassent les 100 km/h, une sacrée exagération. L'idiot blond s'imagine gagner, mais il percute la mauvaise personne. Il joue les durs, demandant qui va se faire tabasser, avant de réaliser que c'est Kim, le colosse de Shibuya. Kim le fixe et lui demande de répéter. Le duo comprend qu'ils vont finir en poussière. Il s'enfuit, terrifié, en le traitant d'héritier d'un clan d'assassins. Kim se demande ce qui leur prend, et Kishimoto pourquoi il le croit tueur à gages. Pourquoi les a-t-il fixés comme ça? Il ne veut pas se faire des amis? Alors qu'ils débattent, il arrive et déploie son aura devant les footballeurs. Les joueurs le prennent pour le chef des délinquants. Le coach écarte le petit et s'approche de Kim pour s'expliquer. Malgré les rumeurs, il veut juger par lui-même. Kim n'a pas l'air du genre à s'occuper de petites frappes. Avec ce physique, c'est un athlète de haut niveau. Le capitaine se présente et lui demande la raison de sa venue. Kim, bien plus grand, demande à passer les tests. Malgré la taille, le coach se sent soudain minuscule et ridicule. Ses muscles sont si énormes qu'ils font craquer ses vêtements. S'il rejoint le club, les championnats seront une formalité. Kim demande si ça va. Le coach est resté perché pendant 10 bonnes minutes. Le coach s'excuse et lui explique le test d'entrée. C'est assez simple. Il doit tirer au but le plus fort possible. Un seul essai, il faut assurer. Notre gaillard se concentre, invoque son aura et se prépare à tout donner. Ses muscles se contractent, lui qui squatte 300 kg depuis 3 ans. Il met toute sa force dans le ballon. L'air vibre sous la puissance. Un bang sonique retentit, mais le ballon n'est pas dans le but. Tout le monde tremble, Kim a littéralement explosé le ballon. Il soupire. Le foot, c'est pas pour lui. Il part vers le club de basket, laissant le coach sous le choc. Kim enchaîne les clubs et une belle épéiste se demande s'il passe enfin à l'action. Avec son physique de dieu grec, il attire tous les regards. Son rêve de passer inaperçu est tombé à l'eau. Direction le club de basket. Il tente un dunk, stupéfie tout le monde et détruit le panier au passage. LeBron James peut aller se rhabiller. Au baseball, il transforme la balle en météorite envoyée dans la stratosphère. Au tennis, il brise raquette, sol et espoir d'un seul coup. Yoshimoto fait le bilan et Kim demande s'il reste des clubs. Elle rit et ajuste ses lunettes, jouant les secrétaires. Kim reste insensible à son charme alors qu'elle énumère ses exploits. Il reste l'athlétisme, la natation pour s'amuser dans l'eau ou le kendo pour frapper à 10 km. 3 clubs lui sont encore ouverts. Elle retire ses lunettes et demande si c'était clair. Kim se demande pourquoi elle en fait autant et d'où sortent ses lunettes. Kishimoto demande où ils vont. Elle le guidera où il veut, avec un enthousiasme débordant. Kim lui demande si elle prend des cours de théâtre en plus du mannequinat. Elle rougit. Kim souligne son talent d'actrice. Elle devient étrange, minaudant qu'elle est gênée d'en parler. Elle faisait quelque chose de similaire, et l'esprit de Kim dérape. Pourquoi est-elle si gênée? A-t-elle fait du contenu osé? Il se ravise, Kishimoto n'est pas ce genre de fille. En tant qu'héroïne, elle ne peut pas avoir un tel passé. Il hésite à demander, mais elle s'accroche à son bras pour changer de sujet et visiter les derniers clubs. Kim laisse tomber et choisit le kendo. Elle lui montre le chemin avec entrain. Les élèves devant le club de kendo se fichent d'horreur en voyant Kim arriver. Il murmure qu'il a saccagé tous les clubs et veut prendre le contrôle du lycée. Les filles se disputent pour l'interviewer.
Kishimoto se présente comme sa manager et renvoie les curieux vers elle. La porte s'ouvre sur une silhouette mystérieuse qui le traite de délinquant, utilisant les clubs pour prendre le contrôle du lycée. Elle refuse de le laisser faire et pointe son sabre en bambou vers lui. C'est Fuma, la présidente du club de kendo. La foule l'acclame, mais Kim assure qu'il vient juste pour s'inscrire. Fuma est surprise qu'un gorille musclé veuille manier le sabre. Ils décideront ça en un seul point. Le premier qui porte un coup valide gagne. Elle sera son adversaire. Tout le monde est stupéfait de voir la calamité humaine affronter la princesse du sabre. Les élèves parient déjà. Kishimoto remarque qu'on le traite en méchant, mais il s'en moque. Fuma ordonne le silence. C'est un duel entre deux élèves, et quiconque s'approche du dojo aura affaire à elle. Mince, il faut que j'entre dans ce dojo. Mais les autres élèves ont peur. Ils réalisent que Fuma est redoutable, comme un serpent prêt à frapper. Kim décide de la suivre à l'intérieur. Fuma se tient prête et demande s'il a un équipement. Kim répond qu'il n'a rien à sa taille et qu'il fera sans protection. Fuma note qu'il est vraiment massif. C'est normal qu'il n'ait rien pour lui. Un silence gênant s'installe. Elle décide de se passer de protection. Kim prend son sabre et lui dit de ne pas se plaindre si elle se blesse. Elle sourit, amusée par son arrogance. Pensez-vous qu'elle va se faire mal ? Elle promet qu'il ne l'effleurera même pas. La pièce résonne alors du fracas des sabres en bambou. Fuma frappe de toutes ses forces, mais Kim part sans effort. Elle enchaîne les mouvements, tandis qu'il reste immobile, la repoussant comme une mouche. Fuma prend Kim pour un amateur. Elle ne craint pas un simple débutant. Elle frappe, mais il esquive de justesse. Elle voit une ouverture, vise sa main et désarme Kim, envoyant son sabre valser dans les airs. Kim est surpris. Fuma fonce, pleine d'assurance, mais en voyant ce colosse rire de façon sinistre, elle se fige et recule, tandis que Kim rattrape son sabre en plein vol. Fuma est déstabilisé par son aura. L'a-t-il piégé pour récupérer son arme ? Kim ne comprend pas son hésitation. Fuma décide d'utiliser sa botte secrète contre ce colosse. Elle veut finir le combat avec sa technique ultime, au nom très recherché. Elle fonce en lui disant que c'est fini. Un grand fracas résonne. C'est la technique secrète du clan Fuma. Elle sourit, mais soudain, le bout du sabre de Kim lui percute le menton. Elle est sonnée, incapable de comprendre ce qui l'a frappée. En tombant, elle voit son sabre brisé. Ses abdos en béton ont agi comme une armure, brisant son arme dont le ricochet l'a frappée. Une fin humiliante. Le lendemain, tout le lycée parle de la victoire de Kim. La capitaine est à l'hôpital. Kim serait devenu le numéro 1 de l'établissement. Les rumeurs vont bon train. Kim espère juste ne pas avoir trop chamboulé la trame principale. Au moins, Ryuji ne change pas. Il s'obstine à croire qu'il n'est pas le héros de cette histoire. C'est alors qu'une rousse incendiaire débarque et interpelle Ryuji. Tout le monde se demande qui est cette fille. C'est Karine Tojo, du club de kendo. Ryuji lui demande ce qu'elle lui veut. Karine l'accuse d'avoir agressé des premières années. Elle les a vus à l'hôpital et c'est tout. Ryuji parle de malentendus, mais Karine ne veut rien entendre. Yaguchi s'interpose et lui crie que ses premières années étaient en tort. Ils ont tenté de l'agresser dans une ruelle et Ryuji l'a sauvée. Elle pense vraiment que c'est de sa faute ? Elle lui dit de discipliner ses élèves. Surprise, Karine change d'avis et déclare à Ryuji qu'il doit devenir son homme. Elle promet de le rendre heureux. Yaguchi est choqué par ce revirement soudain. Yaguchi hurle à cette briseuse de couple de s'éloigner. Kim est surpris. La guerre est déclarée. Et Kishimoto trouve Karine géniale. Tout le monde se demande qui Ryuji choisira. D'abord Yaguchi, douce, dotée d'atouts impressionnants et d'une jupe très courte. Ensuite Karine, le garçon manqué aux cheveux rouges et à l'instinct maternel. Kim hallucine de cet engouement pour la vie amoureuse de Ryuji. S'il mettait autant d'énergie à trouver une copine, il ne parlerait pas de Ryuji. Mais il avoue que l'aveu de Karine était intéressant. Kishimoto lui demande avec qui il finira. Il ne dit rien, il y a l'ami d'enfance. Kishimoto pense qu'il sortira avec Karine. Mais pour ça, elle doit lui donner des conseils. Kim est surpris par son assurance en la matière. Elle se prend pour une experte. Kim entre en classe et voit Karine assise près de la fenêtre. Il demande ce qu'elle fait là. Elle harcèle Ryuji pour sortir ce week-end et lui offrir un repas en guise d'excuse. La rumeur dit qu'elle est la fille d'un homme puissant. Son père serait un chef yakuza. Kim n'est pas impressionnée. Ryuji le réprimande pour son attitude. Elle n'a rien fait de mal. Son camarade est surpris et veut l'appeler chef pour son ouverture d'esprit. Kim lui dit que c'est gay et pense au manga de romance. Il devrait éviter Karen. Elle se lève aussitôt, va vers Ryuji et lui demande s'il est libre ce week-end. Elle cherche son attention alors que Yuguchi s'en mêle. Ils se disputent pendant que tout le monde admire Karen en maudissant Ryuji. Le lendemain, Karen l'aborde en classe, au vestiaire et même aux toilettes.
Ce mec a vraiment la détermination d'un moine tibétain. Pendant ce temps, Kishimoto demande à Kim s'il a des projets pour le week-end. Il pensait aider au resto, mais elle l'invite chez elle. Elle a plein de mangas à lui montrer. La collection de son père est si immense que c'est une véritable bibliothèque. Promis à des mangas et des snacks, Kim accepte. Il remarque qu'elle est très fine malgré son gros appétit. Kishimoto explique qu'elle mange beaucoup le midi pour ne pas grignoter. Tout part dans ses formes, pendant que notre gars analyse. Elle le traite de pervers quand il suggère que ses formes grossissent. Il est tombé dans son piège, elle en rit. Soudain, Karen s'assoit près de Kishimoto. Elle attendait ça. Elle se présente et parle de conseils amoureux. Karen sait qu'elle est experte et veut des astuces. En rentrant, Kim se demande pourquoi Kishimoto s'amuse autant avec elle. Elles vont discuter entre filles, il laisse ce drame de côté pour se concentrer sur ce qu'il aime, la musculation. Il arrive à la salle, mais l'ambiance est étrange. Tout le monde s'entraîne comme un fou, comme pour battre des records. Il se demande ce qui se passe. C'est alors qu'une voix familière l'appelle. Il se retourne et voit Fuma, superbe en tenue de sport. Que fait-elle dans une salle réservée aux hommes? Kim se présente à nouveau. Fuma demande si le sport au club ne lui suffisait pas. Kim sourit, gêné, réalisant que tous ces hommes se donnent à fond pour impressionner Fuma. C'est la beauté fatale du club. Kim lui demande si elle s'est inscrite ici. Fuma vient d'arriver. Le directeur du centre s'approche de tout le monde. Le directeur est un vieux dur à cuire. Il demande à Kim d'aider Fuma, estimant qu'en tant que camarade, c'est mieux qu'il s'en occupe plutôt qu'un vieux comme lui. Le directeur est un vrai entremetteur, il glisse à Kim qu'elle est là pour lui. Ils vont au squat et le vieux pousse Kim à soulever 220 kilos. Fuma doute que ce soit possible, mais pour lui, c'est un échauffement. Le directeur le traite de monstre. Il enchaîne 270, puis 300 kilos. Le directeur rit, se demandant s'il est de la famille de Yujiro Hanma. Fuma avoue que son physique n'a rien d'un lycéen ordinaire. C'est un monstre. Elle se demande s'il possède le corps légendaire au physique yang extrême, une constitution dotée de la force de 100 hommes. La légende dit qu'Hercule, Chuck Norris ou Andrew Tate l'avaient. C'est peut-être pour ça qu'elle a perdu contre lui malgré son manque d'expérience. Elle décide d'en informer un mystérieux contact. Plus tard, Kim et Kishimoto arrivent chez Karen. Les Yakuza s'inclinent devant elle. Ils ne pensaient pas qu'elle appartenait à un clan, mais c'est bien le style des écailles. Un des hommes le fixe et se sent menacé, ordonnant à tous de sortir leurs armes. Il croit à un espion adverse. Karen leur ordonne de se calmer. Ce n'est qu'un lycéen accro aux flexions de biceps. Elle s'excuse pour l'impolitesse de son homme. Kim ne lui en tient pas rigueur. Les filles sont prêtes pour le concours de cuisine. Après tout, l'amour passe par l'estomac. Karen, qui n'a jamais cuisiné, regarde son oignon comme s'il allait prendre vie. Kishimoto, le gourou de l'amour, renvoie les Yakuza. Kishimoto presse Karen. Après 1 heure, elle finit enfin un bento magnifique. Kishimoto l'a coaché façon Gordon Ramsay, la grondant sur la cuisson et le steak brûlé. L'odeur lui ouvre l'appétit, et Kim se demande s'il doit leur préparer quelque chose. Il improvise un sauté. Dès la première bouchée, les filles rougissent, surprises par ses talents de cuisinier. Kim explique qu'il a commencé à faire ses bentos en voyant sa mère se lever à l'aube pour lui préparer son déjeuner. Il était maladroit, mais a fini par apprendre. Kishimoto est ému aux larmes, un fils exemplaire qui aide sa mère travailleuse. C'est le mari idéal, intelligent, gentil, otaku, sportif et musclé, en plus de savoir cuisiner. C'est une perle rare. Elle tend alors un cadeau à Karen. Elle a acheté tout le nécessaire en magasin, place au relooking. Elles vont aussi faire les boutiques. Karen se demande si c'est vraiment utile. Kishimoto lui dit que les garçons n'aiment pas les looks négligés. Kim rit nerveusement et elles partent entamer sa transformation. La nuit tombe. Kim raccompagne Kishimoto et il s'arrête au Combini pour acheter le manga de la semaine, Les aventures de Fluffy, soldat de marine. En parlant manga, Kim dit à Kishimoto qu'elle est quelqu'un de bien, ce qui la fait rougir. Elle a passé la journée pour Karen. C'est une vraie bonne personne. Elle rougit de plus en plus et finit par s'enfuir. Notre garçon, un peu lent à la détente, croit qu'elle a une envie pressante. Le lendemain, tout le monde est sous le choc devant la transformation de Karen, passée de garçon manqué à reine du bal. Elle aborde Ryuji pour lui donner son invitation, mais il ne la reconnaît même pas. À Shibuya, les filles s'éclatent pour ce relooking. Elles sont ravies que Karen ait avoué ses sentiments. Elles s'appellent désormais par leur prénom. Kim se demande pourquoi il est là. Kishimoto lui avait demandé de choisir une tenue, et il en a trouvé une très mignonne. Kishimoto l'a poussée dans la cabine. Karen protestait. Ce style n'est pas le sien. Mais Kishimoto a insisté pour qu'elle séduise Ryuji. Elle est sortie en tenue de soubrette, trouvant la jupe trop courte. Elles l'ont complimentée, et elle a rougi. Au manoir, le chef des Yakuza est avec ses hommes. Le président, le père de Karen, est surnommé le mania du bain de sang.
Il est furieux que sa fille ait trouvé un petit ami. Ces hommes sont tout aussi en colère. Quel genre de vaurien fréquente-t-elle? Le président jure qu'il ne laissera personne lui prendre sa fille. Il ordonne à son bras droit d'identifier le garçon. Une vidéo montre Ryuji, un lycéen. À cause de lui, sa fille va chez le coiffeur et s'achète des robes, des choses qu'elle ne faisait jamais. Le président en déduit qu'elle prévoit un rendez-vous ce week-end. Il est si furieux qu'il veut lui couper les parties. Ses hommes lui conseillent de se calmer. Il ordonne à tous ses hommes, libres de suivre Karen lors de son rendez-vous. Si le gamin tente quoi que ce soit, il finira émasculé. C'est ainsi que le président a décidé de la surveiller. Pendant ce temps, Kishimoto et les autres sont dans un fast-food. Karen demande si la virée shopping les a fatigués. Kishimoto est ravie. Elle a passé un très bon moment à faire les magasins. Karen demande à Kim s'il veut un autre burger. Avec sa carrure, il doit bien manger. Elle insiste, c'est pour elle. Il dit que ça va. Il a bien mangé et préfère le riz au pain. Inutile de se gaver de féculents. Elle insiste pour lui offrir à manger. C'est la moindre des choses. Elle est surprise. Ce n'est pas une délinquante, mais une fille attentionnée. Il ne faut pas se fier aux apparences. Elle saigne. Karen s'agace qu'il la fixe et demande s'il y a quelque chose sur son visage. Il dit que c'est du ketchup. Elle s'essuie vite, il rit et avoue que c'était une blague. Il demande son programme, film, dîner, le classique pour un rendez-vous. Kishimoto trouve ça trop banal. Elle doit sortir du lot et aller à l'aquarium. C'est l'endroit idéal avec la lumière qui traverse l'eau, les poissons et les coraux. Kim se demande pourquoi la pro de l'amour insiste autant. Plus tard, Kim et Kishimoto regardent Karen comme des parents fiers. Elle promet de faire de son mieux et leur dit de rentrer prudemment. Kishimoto veut suivre Karen pour éviter qu'elle ne gâche tout. En tant que camarade, ils doivent veiller à ce qu'elle réussisse. Tout est décidé. Dieu seul sait comment ce rendez-vous finira avec des gangsters, un colosse et une fille aussi naïve. Au loin, le président passe incognito. Soyons honnêtes, ce déguisement et ce plan ne servent qu'à porter cette perruque ridicule. Il est prêt à voir le premier rendez-vous de sa fille. Ryuji arrive, salue Karen et lui demande depuis combien de temps elle attend. Elle dit que ça va et qu'ils peuvent y aller. Ils se regardent et rougissent. Ryuji complimente sa tenue et ils démarrent. Ils vont prendre un thé et planifier la suite. Kim et Kishimoto les suivent, déguisés en pervers. Ils courent pour ne pas les perdre, tout comme le président et sa bande. Le président veut en découdre car sa fille a attendu 5 minutes. Son adjoint lui dit de se calmer pour éviter les ennuis. Pour ne pas se faire remarquer, il veut former 4 équipes. Le président accepte et ordonne la séparation. Au café, Kishimoto commande un parfait et le prend en photo. Kim se demande si elle pourra finir ce dessert toute seule. C'est énorme. Il remarque des gens louches partout. Kim comprend qu'ils sont liés à Karen, surtout le type aux cheveux rouges. Karen suggère d'aller voir les dauphins. Elle sourit, ravie, ignorant que leur rendez-vous est suivi par des criminels et une blonde trop curieuse. Dans le train bondé, le couple est serré l'un contre l'autre. Kishimoto est juste à côté de Kim. Elle panique d'être si proche de Kim, mais c'est inévitable. Kim lui demande de prendre son mal en patience. À l'ouverture des portes, tout le monde se précipite. Kim lui prend la main et l'entraîne derrière Kirin. Une fois sorti, Kishimoto demande à Kim de la lâcher. Il s'exécute et elle lui demande d'être plus doux la prochaine fois. Kim est surpris par cette idée de prochaine fois, mais le feu passe au rouge. Ils vont à l'aquarium, observés par 2 gangsters. Pendant qu'ils discutent stratégie, Kim s'éclipse. Le président le remarque immédiatement. L'adjoint explique que ce sont des amis de Karen. Les gangsters pensent que Kim est un tueur d'une famille rivale. Le président est content que Karen ait de bons amis, mais ils l'ont perdu. Pendant ce temps, à l'aquarium, ils croisent 2 délinquants. Ils reconnaissent Ryuji, celui qui les a fait virer du club de kendo en plein rendez-vous. Ils jurent de se venger. Pendant que le couple s'amuse, le duo étrange les observe. Kim se demande si le rendez-vous se passe bien. Ça se passe mieux que prévu, il est ravi. Plus tard, Kim offre à Kishimoto une autre portion de ses sushis maison. Elle regarde le bento, l'eau lui monte à la bouche. Il a travaillé dur pour qu'ils aient l'énergie de les suivre. Kishimoto croque dedans, à quelques pas de Ryuji et de leur panier pique-nique. Elle remarque que Karen est nerveuse. Kim est d'accord. Après tout, c'est la première fois qu'elle cuisine pour quelqu'un. Elle a même demandé conseil à Kishimoto hier soir. Le résultat est là. Un magnifique bento décoré devant Ryuji. Elle goûte et retient son souffle. Il trouve ça délicieux, elle expire et lui propose de goûter les tempura. Il savoure chaque bouchée. Alors qu'il est nourri par sa forte badi, Kim ne les quitte pas des yeux. Kishimoto remarque qu'ils forment un beau couple. Elle ajoute qu'elle aimerait vivre un tel rendez-vous un jour. Kim se fige. Elle se dit experte en amour alors qu'elle n'a jamais eu de rendez-vous de sa vie. Elle rit, sortant une excuse sur l'entraîneur qui ne joue jamais. Tout ça venait de ses lectures de manga.
Plus tard, le couple se promène et les ennuis arrivent. Les deux types s'approchent de Ryuji pour le provoquer. Pour un dragueur, il est doué. Surprise générale quand il l'accuse d'avoir volé la fille qu'il convoitait. Kim hésite à intervenir. Ryuji fait bonne figure, et les types lui demandent s'il compte encore les frapper. Ce sont les premières années virées du club de Kendo. Ils sont furieux d'avoir été exclus pour avoir ignoré le consentement. Ils ne verront plus la silhouette de Fuma Senpai. Karen les traite d'idiots, ce qui est compréhensible. C'est cette attitude qui les a fait exclure. Ils reconnaissent Karen et se moquent de son look, vu sa violence habituelle. Ça ne lui va pas. Ryuji crie que ça suffit. Ces idiots ignorent que la fille qu'ils insultent est la fille d'un gangster. On comprend vite pourquoi ils font les malins. Un type plus costaud arrive pour les soutenir. Ryuji dit à Karine de fuir et de le laisser gérer. Mais Karine refuse. Comment pourrait-elle l'abandonner ici? Le colosse attrape Karine, Ryuji fonce pour le frapper, mais il encaisse un coup violent dans le ventre. Kim voit que ça tourne mal, il doit intervenir. Ryuji est au sol, en train de vomir. Le colosse fait le fier, ignorant que Star Platinum est derrière lui. Il se retourne et hurle de douleur. Le type lui ordonne de lâcher prise. Kim semble prêt à leur donner une leçon de violence mémorable. Il leur ordonne de lâcher son ami. Le colosse a l'air de vouloir changer de pantalon. D'où sort ce Hulk? Il traite Kim de lâche. Il croit que sa carrure lui donne tous les droits. Mais Kim n'est pas d'humeur à philosopher. Il veut juste casser des crânes. Même le colosse se demande comment il a pu se bâtir un tel physique. Il soulève Mjolnir au développé couché. Il tente de se calmer. Ce n'était qu'une attaque surprise. C'est juste une brute musclée sans technique. Le cartel demande au président s'il faut intervenir, mais il les arrête. Il y a quelques minutes, l'exécutif demandait s'il fallait agir. Les jeunes avaient des ennuis avec 2 voyous, pendant que le président partait à l'armée. Les exécutifs paniquaient en voyant Karen agressée. Le président a décidé de ne pas intervenir dès que Kim est entré dans la danse. Un seul regard de Kim a fait perdre ses moyens au président. Cette aura écrasante, il ne l'avait ressentie que chez 2 personnes. Yujiro Hanma et Ivan, le patron de la mafia russe, le dieu de la destruction. Il ressent exactement la même chose avec Kim. Face au vieux gangster, une vague de terreur l'avait submergé. Comment un inconnu peut-il avoir une telle présence? Le président veut Kim à ses côtés. Pendant ce temps, Kim perd les pédales. Au diable le scénario, l'intrigue originale et c'est minable. Il décide de ne plus faire de cadeaux. Quand les déchets deviennent trop bruyants, il ordonne à Ryuji et Karen de déguerpir. Karen, les larmes aux yeux, demande s'il ira bien. Le grand frère hurle car il l'ignore. Il déchaîne une pluie de coups. Ses potes croient que Kim va tomber. Plus ils sont grands, plus dure sera la chute. Le grand frère sourit, disant qu'il n'a même pas le temps d'esquiver. Mais il ignore qu'il vient d'offrir à Kim le meilleur massage de sa vie. Il a encaissé sans broncher. Le grand frère tente un Gomu. Gomu no Girtu et le poing brûlant frappe Kim en pleine mâchoire. Kishimoto retient son souffle. Karen crie d'inquiétude. Ryuji est hébété. Ce coup a chatouillé Kim et fait couler un peu de sang. Mais Kim se contente de rire. Tout ce qui suit relève de la légitime défense. Big Bro voit un point arriver avant que tout ne devienne noir. Notre gentil garçon lui refait le portrait. La loi limite la légitime défense à un coup, alors il a fini en un seul. Les autres tentent de réveiller Big Bro, mais il ne se réveillera pas avant le printemps. Ils hurlent en voyant Kim, le sang coulant sur son front. Ils sortent leurs cartes de fil de flic ou de haut fonctionnaire. Mais Kim se moque bien de qui sont leurs papas. C'est lui leur papa maintenant. Il les attrape par la tête, les soulève, prêt à leur donner une bonne leçon. Après les avoir corrigés, il récupère Big Bro et s'enfuit. Kishimoto accourt pour savoir s'il va bien. Il saigne du front. Comme notre garçon a la tête vide, ça ne lui fait rien. Il dit qu'un peu de salive suffira. Kishimoto insiste pour aller à la pharmacie. Il ne l'a jamais vu aussi en colère. Plus tard, il retrouve Karen et Ryuji sur un banc. L'ambiance est tendue. Karen s'excuse de l'avoir blessé, mais Ryuji lui dit que tout va bien. C'est à cause de lui s'ils en sont là. Elle trouve enfin le courage de lui avouer ses sentiments. Ryuji se fige. Le monde s'arrête. Kim et Kishimoto retiennent leur souffle. Karen demande s'ils peuvent sortir ensemble. Va-t-il enfin changer le scénario et sortir avec cette charmante jeune fille? Ou les liens d'enfance seront-ils plus forts? Seul le temps nous le dira. Ses yeux se remplissent de larmes. « Je t'en prie », murmure-t-elle. Ryuji, tiraillé, finit par lui répondre qu'il est désolé. Il ne peut pas lui donner la réponse qu'elle attend. Elle promet de changer, mais ce n'est pas le problème. Ryuji lui dit qu'elle est trop bien pour lui. C'est vrai, mais il a ses propres contraintes. Il a promis à une fille de l'épouser quand il était petit. Il refuse Karen pour une inconnue. Ce n'est pas un chevalier, c'est un chien fidèle. Le monde de Karen s'écroule. Ryuji sourit tristement. L'aimes-tu vraiment autant? Elle murmure. Il n'est même pas sûr de l'aimer autant. Il se souvient juste qu'il l'aimait beaucoup.
et qu'il a pleuré quand elle est partie. Elle comprend, fait ses bagages et part sans faire d'histoire. Ryuji sourit, impuissant. Kishimoto se sent mal. Kim lui dit d'y aller. Il va rattraper Karen. Kishimoto soupire, se demandant ce qui lui prend. Pourquoi est-il si triste? Karen est sur un banc, revivant son rejet. Ses larmes coulent. Kim les essuie et l'aide même à se moucher. Il tente de la calmer, mais elle est gênée. Kim la rassure, ils sont amis. Karen savait qu'il la suivait, par manque de confiance. Kim transpire à grosses gouttes. Dans les comédies, on ne se fait jamais prendre en filature. Karen sourit, les remercie pour leurs conseils et s'excuse de son échec. Elle pensait pouvoir changer pour gagner le cœur de Ryuji, mais elle avait tort. C'était un mur de pierre infranchissable. Ça fait un mal de chien et elle ne peut rien y faire. Kim se sent mal, il voit bien qu'elle l'aimait vraiment. Je te comprends, petite rousse. La fille que j'aimais préférait quelqu'un de mieux que moi. Kim est troublé. Il la voyait comme un simple personnage secondaire, mais sa vision du monde est en train de changer. Kishimoto n'était qu'un sourire poli, mais il la connaît mieux maintenant. Ce ne sont plus des personnages, mais des gens qui souffrent et qui vivent. Il se lève et lui dit que si elle reste à pleurer ici, quelqu'un appellera la police. Elle éclate de rire. La blague a marché. Elle commence alors à retirer sa chemise, révélant ses abdos en béton. Il lui donne son sweat et lui dit d'aller au karaoké pour hurler tout ce qu'elle a sur le cœur. Karen, toute petite dans son sweat, lui demande de l'attendre. Il court vers le karaoké. Le moral de Karen est remonté en flèche. Les Yakuza, émus aux larmes, trouvent Kim exceptionnelle. Même le président sourit, heureux que sa fille ait un tel ami, et espère qu'ils se recroiseront. Plus tard, Karen chante à tue-tête. Kishimoto a les yeux qui brillent en voyant la chambre de notre gars, mieux équipée qu'une salle de sport. C'est rempli d'haltères et de poids. Elle se demande si tous les garçons ont une salle de sport chez eux. Pas tous, petite sœur, seulement ceux qui ont l'air de bosser sur des chantiers depuis 50 ans. Elle essaye de soulever un haltère, mais il ne bouge pas d'un pouce. Kim lui dit que c'est son haltère d'échauffement, qui fait la moitié de son poids. Mais comment a-t-il fini avec une fille dans sa chambre? Tout a commencé en rentrant du lycée. Soudain, le ventre de Kishimoto a gargouillé. Il lui a proposé de passer au resto familial. Il pensait qu'un repas ne changerait rien, mais elle a mangé après l'entraînement et a fini avec un soda. Elle a complimenté la cuisine de sa mère, qui lui a dit de manger autant qu'elle voulait. Elle en referait s'il le fallait. Kim est surpris que sa mère l'apprécie autant. Kishimoto lui tape l'épaule, disant qu'il est temps. Notre gars bafouille, demandant de quoi elle parle. Elle rit, disant qu'il est temps d'aller dans sa chambre. Va-t-il enfin trouver quelqu'un pour son maillonnaire? Mais elle ne s'intéresse pas à son marteau, juste à sa chambre. Il lui apporte un thé glacé, elle lit déjà ses mangas. Il a acheté une pile de comédies romantiques pour ses recherches. Ce n'était pas le manga original, mais il voulait comprendre le genre. Elle pensait qu'il aimait le shonen, pas ce genre de truc. Elle remarque la série Golden Samurai. C'est son œuvre préférée de tous les temps. Il lui tend son édition limitée reliée. Ce manga est un véritable chef-d'œuvre. Dessin sublime, histoire prenante, évolution incroyable. Kishimoto semble prête à pleurer de joie. Elle n'a jamais vu quelqu'un l'aimer autant que son père. Kim se demande pourquoi un adulte aime ça. Son père est un célèbre mangaka, auteur de Golden Samurai. Kim est au bord de l'évanouissement. Impossible que son père soit Kishimoto Musashi. Il réalise enfin, avec le nom et les cheveux blonds. Il est allé chez elle pour Golden Yui, c'était sous ses yeux, il aurait pu rencontrer son idole. Kim lui demande un autographe de son père. Elle promet de le présenter quand il viendra chez elle. Il va y aller, c'est sûr, mais il est aussi perplexe. Son père a fait plein de hits, alors pourquoi préfère-t-elle Golden Samurai? Elle réfléchit, elle aime ses autres œuvres, mais Golden Samurai la touche vraiment. Rien de spécial, c'est juste que le héros est blond comme elle et qu'il fait passer ses amis avant lui. Kim lui a rappelé Golden Samurai face aux délinquants. Il est fort et doux à la fois. Elle sourit, son cœur semble battre pour quelqu'un d'autre. Le lendemain, au conseil des élèves, Kumiko rappelle à Kim qu'il doit aider pendant la Golden Week. Elle doit accueillir un étudiant russe et choisir un cadeau. Elle veut son aide. Elle sourit, pensant naïvement que ça la rapprochera de Kim. Kim accepte. Il s'apprête à s'engager pour le 29. Les yeux de Kimiko pétillent. Kim accepte de l'aider, si ça ne gêne pas sa rencontre avec le mangaka. Elle lui dit de ne pas briser sa promesse, sinon elle ne lui pardonnera pas. Elle est ravie, et Kim décide de décaler son rendez-vous au 30. Un mois plus tard, son pote demande s'il sait ce que deviennent les deux exclus du club de kendo. Ils ont été virés et ont demandé leur transfert. Ils partent tous les deux, ils se demandent ce qui s'est passé. Notre gars rit. Personne ne sait que c'est lui qui leur a fait une peur bleue et les a forcés à changer d'école. Il est content qu'ils aient retenu la leçon. Le cours commence, une voix chantante demande « Pourquoi tout le monde est en retard ?»
Une belle prof demande à tous de s'asseoir et d'ouvrir leur manuel d'anglais. Pour une prof pareille, je ferais n'importe quoi. Kim réveille vite Kishimoto, qui rêvait sûrement de lui. La nouvelle prof, Mizuki, 24 ans, demande à l'ami de Kim de lire un passage en anglais. L'ami de Kim semble frappé par la pire malédiction de l'histoire. Mais quand la prof change d'avis et demande à Kim de lire, il sourit, soulagé. Kim se lève et lit le passage dans un anglais parfait, à la surprise générale. Même Mizuki est un peu déstabilisée. Elle voulait sans doute l'humilier. La pauvre ignore que Kim est un génie capable de tout maîtriser. Elle tente une question plus difficile. Mais Kim, en se caressant le menton, répond dans un anglais parfait, stupéfiant tout le monde. La sensei semble avoir vu un fantôme et demande à tout le monde de s'asseoir. C'était une excellente réponse. Kishimoto ignorait que son ami parlait si bien anglais, mais ses réponses ont totalement décontenancé la sensei. Elle bégaye, évite son regard et écrit au tableau. Kim comprend, la sensei a peur de lui. Plus tard, dans le couloir, alors que tout le monde commente sa carrure, il se demande qui a lancé la rumeur qu'il était un yakuza ou qu'il avait battu un gang de motards. C'est la première fois qu'il voit un adulte terrifié par lui. Il essaye d'agir normalement pour éviter d'autres malentendus. Pendant ce temps, Mizuki tape furieusement sur son clavier. Elle a cherché tout ce qu'elle pouvait sur Kim et, surprise, c'est un boursier parfait, jamais absent, membre du conseil des élèves. Elle était sûre de trouver un casier judiciaire. Elle imagine même qu'il a suivi un entraînement yakuza et qu'il joue les bons élèves pour la tromper. Elle sent une aura inquiétante dans son bureau. Avec la tête qu'il fait, il ne va pas se débarrasser de ses soupçons de yakuza. Dès qu'elle voit Kim, elle éteint son écran. Plus vite que moi quand je regardais une vidéo osée et que mon père entrait dans la pièce. Elle bégaye qu'elle ne fouillait pas dans son passé. Il n'a jamais dit qu'elle le faisait. Elle regarde son visage impassible et pense que sa vie est finie. Les yakuza vont sûrement venir la chercher. Mais notre gentil garçon est juste là pour un entretien d'orientation. Le seul métier qui lui irait, c'est Dieu de la destruction. Le prof rit et l'invite à s'asseoir. Quels sont ses projets d'avenir? Kim hésite. Il pense à reprendre l'affaire familiale. Mizuki s'affole à nouveau. Va-t-il devenir un membre des yakuza? Assez avec les yakuza. Il ne ferait pas de mal à une mouche, mais elle l'imagine déjà balafré. Elle demande poliment, il répond que c'est un petit restaurant. Ça la surprend, elle veut y aller un jour. Le malentendu est levé. Elle demande alors quelles sont ses matières fortes. Les maths et les sciences. Elle se demande s'il veut devenir ingénieur. Mais Kim ne veut pas choisir une carrière basée sur ses notes. Il veut faire quelque chose qui lui plaît vraiment. Dans sa vie passée, il était étudiant en ingénierie à Waterloo. Ce traumatisme lui a fait jurer de ne jamais y retourner. La prof confie qu'elle ne voulait pas enseigner. Elle rêvait d'être comédienne de doublage et adorait un personnage de manga. Lors d'un entretien, son prof a brisé ses rêves en disant que les loisirs ne nourrissent pas son homme et qu'il lui fallait un métier stable. J'aurais dû écouter avant de faire des études d'art, mais Mizuki en veut à son prof de l'avoir empêché de percer. Elle y a beaucoup réfléchi et dit à Kim qu'il peut tout réussir. En tant que prof, elle le soutiendra. Il la remercie et s'en va. Un collègue jaloux demande s'il confirme les rumeurs sur ses liens avec les yakuza. Il insiste sur la rumeur du motard. Mizuki en a assez de ses ragots. Kim est un élève sérieux et elle ne juge plus personne sur son apparence. Le professeur rit nerveusement. Elle sourit. La Golden League arrive enfin et devant Shine, Kim attend son rendez-vous. Kumiko arrive et le gronde pour son retard. Il a une idée de l'heure qu'il est? Vu son manque de jugeote, c'est un miracle qu'il n'ait pas dit une bêtise. Il lui dit qu'ils ont 10 minutes d'avance, puis ils se rejoignent. Kumiko semble prête à pleurer de rage. Pour un rendez-vous, il devrait arriver avec 30 minutes d'avance. Il s'excuse et demande s'ils auraient dû se voir plus tôt. Kumiko laisse couler, mais il devra lui offrir une glace au thé vert pour se faire pardonner. Il ignorait cette règle et se demande pourquoi. Un coup sur la tête plus tard. Il va au stand lui acheter sa glace. En la dégustant, il est heureux de flâner sans but. Mais ils doivent trouver un cadeau. Kumiko est totalement oubliée. Elle se dépêche, et un prêtre lui indique une boutique d'artisanat à quelques rues. Il pourrait y trouver un cadeau. La petite reçoit des conseils de drague, depuis un van noir. Les frères Akagi travaillent sans relâche pour assurer la réussite de ce rendez-vous. Ils visitent un sanctuaire et elle examine des statues bouddhistes. Mais pour un garçon fauché, les prix sont effrayants. Le prêtre lui dit d'arrêter de jouer les riches. Ils sont en rendez-vous. Elle regarde des statues hors de prix, pendant que Kim s'ennuie ferme en fixant son téléphone. Elle change de tactique, lui prend la main et l'entraîne hors de la boutique, malgré les remises proposées. Kim s'inquiète, elle prétend avoir le vertige. Ensuite, ils vont dans une boutique de vêtements traditionnels pour des kimonos et yukata. Le prêtre lui dit d'y aller. Elle regarde une robe, Kim se demande si ça plairait à l'étudiante. Mais en fille riche, elle veut le top du top. Le gérant sort un kimono à 500 000 yens,
C'est plus d'argent que Kim n'enverra jamais de sa vie. Pour Kamiko, c'est de l'argent de poche. Ils enchaînent les essayages. Le commerçant voit qu'elle hésite. Elle devrait peut-être en essayer un, c'est un cadeau. Elle devrait essayer, c'est un cadeau. Kamiko demande son avis à Kim, qui lui dit de foncer. Elle va en cabine. Le gérant est en fait une Akagi. Elle a utilisé un masque en silicone et ses talents de shinobi pour prendre sa place. L'inciter à essayer le kimono était un coup de maître. Le temps presse, elle doit être sublime. Après quelques bruits, Kim lève les yeux et rougit violemment. Kumiko sort, absolument ravissante dans sa robe noire élégante. Il est tellement sous le choc qu'il détourne le regard. Kumiko croit qu'il la rejette. Il lâche qu'elle est magnifique et que ça lui va bien. Kumiko tente de garder son calme, disant que c'est normal quand elle fait des efforts. Elle se précipite en cabine, le cœur battant à tout rompre. Elle a l'impression d'avoir des papillons qui se battent dans son ventre. Que faire? Kim raccompagne Kumiko dehors et tout le monde est subjugué par sa beauté. Après les vêtements et le déjeuner, il est temps de partir. Ils attirent les regards, Kim avec ses muscles et Kumiko rayonnante. Il remarque aussi des Akagi qui prennent un selfie à quelques mètres. En fait, il l'espionne. Il a failli se faire prendre. Sa sœur dit à Akagi de faire un rapport, pas de photos bâclées. Akagi est furieuse. Kim est trop glissant. Ils évitent de se montrer devant Kim. Il finit par arriver devant un café. C'est un petit resto de ramen. Il lui dit de choisir pendant qu'il va aux toilettes. Pendant ce temps, les Akagi sont dans la même galère. Akagi a besoin des toilettes. Sa glace passe mal, il doit y aller avant l'accident. Il s'excuse et file aux toilettes. À peine sorti, il tombe nez à nez avec Kim. 10 minutes plus tard, Kumiko voit ses gardes du corps traînés hors des toilettes par Kim, qui croit à un hasard et les invite à manger. Kumiko doit garder le sourire malgré ses agents incompétents. Ils s'assoient tous, et la sœur d'Akagi s'excuse pour la course aux toilettes de son idiot de frère. Kumiko n'est pas si mal, et les ramen arrivent. C'est la première fois qu'elle en mange. Elle l'a vu à la télé. La sœur d'Akagi lui explique patiemment comment faire. Elle adore ça. Kim est ravi, ils en recommandent tous et mangent à leur faim. Plus tard, Kumiko tente d'attraper une peluche musclée à la pince. Elle a un type bien précis. Tous ceux qui trouvent la poupée mignonne. Akagi et Kim s'affrontent sur un jeu de combat, et Akagi domine. Kim est furieux. Comment ose-t-il se moquer? Akagi reste calme, mais finit par perdre brutalement. Kim rit, demandant ce que ça fait de perdre contre un maître. Akagi veut une revanche. Oublions les jeux, ils sont des hommes. Ils devraient régler ça au testeur de force. Kim hésite. Kuro a l'air d'un cure-dent sous ses vêtements. Est-ce bien équitable? Mais Akagi déboutonne sa chemise et révèle un physique insoupçonné. Un corps sec et musclé. Les filles se demandent ce qu'ils font, mais Kim est impatient et Akagi lui dit de ne pas le décevoir. Il retire ses lunettes et dévoile à nouveau son corps. Il traite Kim de perdant qui fuit les combats. Akagi sourit, provoquant Kim sur sa faiblesse. Voilà quelqu'un qui cherche les ennuis. Il a bien observé comment les vrais hommes frappent. Un seul coup secoue la machine, affichant un score de 9,60. C'eût été impressionnant sans la carrure imposante d'à côté. C'est au tour de Kim. Il veut que la présidente les arrête, mais elle est curieuse de voir la suite. Ils paieront la machine si elle casse. Il veut vraiment qu'ils arrêtent. Mais sans autre issue, il finit par se faire craquer les doigts. Le score n'est pas le souci. Le problème, c'est que la machine va voler en éclats sous son coup dévastateur. Il observe la machine, se demandant si elle a peur, mais il est temps d'agir. S'il doit la briser, il le fera proprement, concentrant toute son énergie dans son poing. Il décoche un jab qui déstabilise Akagi. La machine gémit, des fissures apparaissent, mais le score reste bloqué. La présidente et son assistante se demandent s'il plaisante. Pourquoi son coup manquait-il de précision? En réalité, il a mal visé et frappé la barre métallique. Au moins, ils ignoreront sa force, pensait-il, alors que la machine s'effondrait. Akagi remet nerveusement ses lunettes et propose d'en rester là. Mais la prochaine fois, il écrasera Akagi. Kim veut faire des photos autocollantes pour immortaliser la journée. Tout le monde est ravi et il s'entasse dans le photomaton, enchaînant les poses. Agaki et le président sont ravis de ces photos. Le président sourit, une première depuis des années, et Kim lui rend son sourire. Pourquoi pas un karaoké pour finir? Agaki se lance dans du métal pur et dur, tandis que Kumiko chante comme un ange, apaisant tout le monde. Kim les rejoint pour un duo. La journée touche à sa fin, et le président dit à Kim de bien prendre soin de lui. Elle a passé un moment merveilleux. Les frères Yagaki, eux, sont morts d'inquiétude. Ils s'excusent d'avoir gâché son rendez-vous en s'amusant trop. Kumiko éclate de rire et leur dit que tout va bien. Elle a adoré. Pour quelqu'un de son milieu, cette sortie était comme un rêve. Manger une glace, des ramen, faire les boutiques et prendre des photos. Ça faisait longtemps qu'elle ne s'était pas autant amusée. La dernière fois, c'était quand ils étaient enfants. Elle les remercie d'être restés à ses côtés et promet de leur en être reconnaissante.
Émus aux larmes, les jumeaux Agaki jurent de la suivre toute leur vie et de faire de son prochain rendez-vous un succès total. Pendant ce temps, un homme mystérieux dessine un manga. Kishimoto appelle l'homme papa et lui rappelle que son ami vient demain. Elle sait qu'il est très occupé, mais elle veut qu'il se libère. L'homme sourit, impatient de rencontrer cet ami dont elle lui parle sans arrêt depuis quelques jours. Ce Kim, le père de Kishimoto, entre en scène. Comment se passera la rencontre entre un mangaka légendaire et un otaku accro à la muscu? Au deuxième jour de la Golden Week, comme promis, Kim arrive chez Kishimoto, en nage, hésitant entre sa famille et l'exploration d'un trou de 2 cm. Il s'incline avec enthousiasme, honoré de le rencontrer. Le père de Kishimoto rit, disant qu'il ressemble à un héros de shonen à l'ancienne, comme sa fille l'avait décrit. Kim n'en revient pas d'être face au mangaka légendaire. Le vieil homme l'invite à entrer. Sa femme a préparé un festin avec l'aide de sa fille. Les deux blondes attendent les hommes, leur demandant de se dépêcher avant que ça refroidisse. Les plats sont incroyables. Faux filet, pizza italienne, il les remercie. Kishimoto Senior dit qu'il voulait voir celui dont sa fille parle sans arrêt. Il voulait voir celui qui est si proche d'elle. Kim se fige, l'atmosphère devient pesante. Il tente d'expliquer qu'ils sont juste amis et qu'il l'a aidée car elle était perdue. Kishimoto Junior crie à son père d'être plus discret. En tant que père, il s'inquiète pour sa fille. Kim comprend parfaitement sa position. Il imagine avoir une fille aussi mignonne et voudrait corriger tout prétendant. Dans ses pensées, il fixe Kishimoto qui rougit et détourne le regard. Kishimoto Senior sourit tandis que sa fille le traite de bizarre. Kim se calme et la mère rappelle à son mari qu'elle est grande. Il se souvient quand elle était petite et voulait l'épouser et maintenant elle ramène un colosse qui n'est qu'un ami. Le sujet dévie sur son travail, il propose de visiter son studio. C'est un rêve pour Kim. Après le dîner, il visite le studio et repart avec le sourire. Il a vu le studio et a eu un autographe. Il est aux anges. Elle sourit et ils vont vers sa chambre. Elle est mignonne et remplie de mangas. Kim est impressionné par sa collection. Alors qu'il fouille, Kishimoto lui dit de ne rien toucher. Elle revient vite. Il s'assoit par terre et joue sur son téléphone. C'est alors que la mère de Kishimoto arrive. Elle lui demande de l'appeler Maria. Kim se demande ce qu'elle fait là. Elle est là pour montrer le passé sombre de sa fille, son album photo. Kim hésite à regarder. Il découvre qu'elle faisait du cosplay. Forcément, une fan de manga a hérité du gène de la honte. Maria montre fièrement son passé gênant, en gothique. Kishimoto, horrifié, crie sur sa mère pour qu'elle sorte. Elle tente désespérément d'expliquer que c'est du passé. Une erreur de sa phase émo. Maria rit et les laisse gérer ce malaise. Kim, compatissant, évoque sa propre phase émo au collège. Il était pire et montre une photo de lui en émo ridicule, parlant d'un dragon noir en lui. Kishimoto n'en revient pas qu'il soit devenu si musclé. Il sourit. Il détestait être chétif, alors il s'est musclé avant le lycée. Kishimoto rit, se demandant s'il était comme ça avant. Kishimoto lui demande s'il n'aime pas sa version actuelle. Elle bafouille qu'elle l'adore comme il est, puis se fige, gênée. Il se fige. Il demande ce qu'elle voulait dire. Elle bredouille qu'il est un bon ami. Kim y croit. Il rit nerveusement. Il la remercie pour l'invitation et pour l'autographe. Kishimoto dit que c'est pour le remercier de son aide. Il est toujours le bienvenu. Kim promet de revenir. Ils doivent partir. Elle part en voyage. Il lui dit de faire attention et de l'appeler en cas de souci. Elle rit. Il compte aller à Hawaï à la nage. Il plaisante en disant qu'il devra piocher dans ses économies pour un billet d'avion. Quand il fait une blague nulle, elle rit. Si je fais une bonne blague, je finis au tribunal. La vie est injuste. Ils se font signe. À lundi, au lycée. Elle ressent une pointe de tristesse. Elle se souvient de leur discussion, quand ils prenaient le bus, à 2 stations d'intervalle. Quand elle lui a pris un sushi et fait goûter son omelette. Quand ils ont testé les clubs de sport et quand elle était tout contre son torse. Il était si attentionné. Elle sourit en le regardant. C'est le 5e jour de la Golden Week. Kim a fini ses achats de manga. Il hésite à manger un morceau ou à aller dans son resto de ramens habituel. C'est alors qu'on lui crie de s'écarter. Kim se retourne et voit une beauté aux cheveux bleus voler dans les airs, lui offrant une vue imprenable sur ses cuisses et sa culotte. Dommage qu'il ne puisse admirer ça que 5 secondes avant de prendre un coup de genou. Le nez en sang, il se demande pourquoi des culottes volent. Il la rattrape par réflexe. Elle peste alors qu'une bande de malfrats la poursuit. Elle lui dit qu'il n'y a pas de temps à perdre. Il fonce vers une impasse, alors Kim lui montre le chemin. Il se cache dans le resto de ramen pendant que les poursuivants passent. En reprenant son souffle, elle le remercie, mais Kim n'a aucune envie d'être le héros. Elle se présente, Sacha, et s'étonne qu'il ne soit pas japonais. Il demande pourquoi on la poursuit, mais elle esquive, comme moi quand mon père me parle de boulot. Il en a marre et veut partir. Elle lui dit qu'en tant que demoiselle en détresse, il doit l'aider sans poser de questions. Mais Kim
croit en l'égalité des sexes. Quand elle sort une liasse de billets, il change d'avis et accepte le job. Elle révèle que son père est un riche russe et qu'on veut la kidnapper. L'intrigue se corse, c'est Sasha Alec, l'une des héroïnes de Scramble Love. Kim reconnaît la 5e héroïne, Sasha. Sasha change de tenue, un look qui me ferait tout risquer. Elle demande comment ça lui va, il répond que c'est plus pratique pour bouger. Elle veut juste que Kim la protège jusqu'à 19h contre ses agents. Et il sera payé. Ça a l'air simple, non? Il lui demande si elle est sûre, mais elle promet de gérer la suite et veut faire du tourisme. Kim hallucine qu'elle veuille visiter alors qu'elle est traquée. Elle a vraiment un cran d'acier. Elle pense qu'il vaut mieux se cacher dans la foule pour les empêcher d'agir. Elle s'appelle Alexandra, alias Sasha, une russe très populaire. Elle devait rencontrer Ryuji, mais elle est tombée sur notre gars. C'est peut-être une quête annexe, mais pourquoi une héroïne serait-elle poursuivie par une mafia? Il voulait la rembarrer pour son argent. Mais devant les liasses de billets, il n'a pas pu refuser. Comme disait le sage Tobias, l'argent résout tous les problèmes si on en a assez. Kim ricane, il doit tenir 6 heures. Sasha, elle, s'amuse comme une folle. Elle a bien jugé son coup. Il a l'air costaud et pourra tenir 6 heures sans problème. Il bouge pour ne pas être repéré. Mais forcément, une armée d'agents débarque. Il fonce vers la sortie, mais un type bloque le passage et attaque Kim. Kim part le coup et enchaîne avec une contre-attaque. Il soulève le gars comme un poids-plume et le balance à plusieurs mètres. Ça calme tout le monde instantanément. Il pousse Sasha dans une cabine et ferme à clé. Ces gangsters sont bien plus dangereux que les petites frappes habituelles. Heureusement, il parle couramment le langage de la violence. Ce n'était pas prévu dans la comédie romantique. Il met les gangsters au tapis, mais l'un d'eux le percute violemment. C'est Boris, le capitaine de la garde de nuit. Kim est sous le choc, Boris l'a mis à terre par surprise. Il se demande si ses muscles suffiront contre un tel colosse. Même Sasha est surprise. Boris n'a jamais été battu par personne. Kim soupire. C'était trop beau pour être vrai. Il va falloir qu'il mérite son salaire. Il serre les dents et fonce sur Boris pour lui crever les yeux. Il le plaque au sol. Boris se débat, l'attrape et le bloque dans une clé. Il sourit, mais il ignore que Kim peut le soulever. Comme un trophée. Kim est furieux que ce bâtard ait tenté de lui briser l'articulation. Il le plaque au sol, l'assomme et stupéfie tout le monde. Kim hurle qu'il aurait pu lui bousiller l'épaule. Il aurait assumé s'il ne pouvait plus aller à la salle. Sasha est sidéré par sa force. Le gang prévient un entrepôt que Boris a été battu. Aucun artiste martial au Japon ne peut le vaincre, et pourtant ce type l'a fait sans effort. L'homme se demande si c'est le yaksha noir. Ça pique sa curiosité. Que fera ce mafieux russe quand il saura que ce n'est pas le yaksha noir? Le forum souterrain est inondé de messages sur son retour. L'équipe de sécurité, eux, confirme son retour. Son dernier combat remonte à Akihabara, la rumeur court dans tout Tokyo. Fuma parcourt les forums pour savoir si le yaksha noir est de retour. Cette figure mystérieuse est aussi forte que Zeus. Tous se demandent pourquoi il a disparu. C'était le mercenaire le plus puissant de la pègre. Ivan, le guerrier russe, cherchait un adversaire. Il a organisé le tournoi Dieu du Poing en 1999. Parmi tous les combattants, seul Fuma Kotaro, alias le yaksha noir, a représenté une menace. Il est devenu une légende vivante de la pègre. Mais pour Fuma, c'est plus qu'une légende. Elle cherche désespérément des indices sur le yaksha noir. Après tout, c'est son père. Pendant ce temps, notre gars visite le rêve de tout otaku, un maid café. Sasha voulait vraiment y aller. Kim se prend la tête, dépité. Fallait-il vraiment choisir un maid café? Elle sourit, c'est le Japon après tout. Il s'assoit devant un menu rose. Sasha veut surtout savoir comment il a battu ses voyous. Kim regrette son avance. Il trouve étrange que la bagarre n'ait pas été filmée. Il pensait qu'une vidéo circulerait, mais les agents de la compagnie utilisent des brouilleurs pour neutraliser les appareils. Double E est un géant russe de l'armement. Kim veut savoir pourquoi ils veulent kidnapper cette fille. Elle murmure qu'elle est la fille d'une personne très haut placée. La serveuse arrive enfin avec leur plat. Chaque phrase finit par un miaulement. Notre gars est au bord de la crise cardiaque. Le choc culturel est total. Le pauvre ne sait pas ce qu'il attend. C'est pourtant le moins gênant de sa journée. L'omelette au riz arrive. Il remercie la serveuse, qui leur demande d'accomplir le rituel avant de manger. Elle parle de la franchise Hello Kitty. Elle forme un cœur avec ses mains et leur demande de dire que le plat sera délicieux en finissant par Momokuni. Notre gars recrache son sang. Sasha hésite, mais finit par le faire et demande à Kim de s'y mettre aussi. Il est mort de honte, mais il s'exécute. La serveuse adore sa réaction et leur souhaite un bon appétit. Il est épuisé, mais c'est bon. Elle revient demander si c'est délicieux et leur propose de jouer aux cartes. Le perdant devra porter des oreilles de chat. Notre gars commence à paniquer. Jusqu'à la prochaine partie, le perdant portera des oreilles de chat et finira chaque phrase par un miaulement.
Kim préférerait être fouetté ou écorché vif, mais Sacha insiste pour qu'il gagne. Il jure sur ses ancêtres qu'il va gagner. 5 minutes plus tard, il arbore ses oreilles de chat, l'air totalement humilié. Les filles exigent qu'il dise quelque chose pour valider son gage. Il bafouille en demandant une autre manche, en terminant sa phrase par un miaulement. Il promet de gagner la suivante. Le soleil se couche, et il n'a pas gagné une seule fois. Il sort de là de mauvaise humeur, s'excusant de ne pas avoir pu visiter, mais Sacha s'est amusée. Elle a autre chose à lui avouer. En fait, ses poursuivants sont des gardes du corps engagés par son père. Elle jouait au chat et à la souris pour pouvoir visiter le Japon librement. Elle dit à Kim qu'il peut rentrer. Elle va contacter ses gardes et retourner à l'hôtel. Il pensait être tranquille, mais l'hélicoptère qui fonce vers eux suggère le contraire. Le mafieux rit, il l'a enfin retrouvé. Il saute de l'appareil et atterrit héroïquement, disant à Sacha qu'elle est une vraie plaie. Mais grâce à elle, il a enfin trouvé son rival. Pourquoi ce vieux saute-t-il d'un hélico alors que mon père a du mal à se lever? Et pourquoi appelle-t-il Sacha si familièrement? L'homme sourit, appelle Sacha sa fille et dit qu'il est là pour une affaire personnelle. Sacha plaide coupable et veut rentrer. Mais ça n'intéresse plus la brute épaisse. Kim, dans son immense sagesse, se demande pourquoi il parle japonais au lieu du russe, comme si c'était le plus important. L'homme cherche un yaksha noir apparu à Tokyo. Sacha se demande pourquoi il se montre soudainement, et pourquoi la police américaine ne l'a pas arrêté. Le mafieux n'en croit rien. Il répète à Sacha que le japonais qu'elle a engagé est le yaksha noir, celui qui a disparu il y a 10 ans. Le mercenaire légendaire, maître du déguisement, Fuma Kotaro. Il désigne Kim et l'appelle yaksha noir. Notre garçon est confus. Il pourrait être un yaksha asiatique, mais sûrement pas noir. Ivan insiste. Il doit régler un compte vieux de 18 ans avec lui. En y regardant de plus près, il réalise que le gamin a à peine 18 ans. Impossible qu'il soit impliqué. Il demande s'il connaît Fuma Kotaro. Ce n'est pas le cas. C'est son premier jour ici. Un silence gêné s'installe entre les trois. Puisque le père est là, Kim veut partir et laisser Sacha. Heureux que le malentendu soit dissipé sans violence. Peut-être qu'ils se ressemblent. Ivan veut savoir s'il est responsable de la chute de Boris. Kim se demande s'il parle du type qui l'a frappé. Il s'excuse, il pensait que c'était un agresseur et a frappé sans retenue. Il n'en faut pas plus à Ivan. En un clin d'œil, il se jette sur Kim. Le poing en avant, l'air vibre. Kim bloque le coup avec son sac à dos. Il traite le vieux de fou, mais Ivan sourit. Il veut tester sa force. Kim peste car ses mangas sont détruits. Il veut venger ses livres, mais Ivan enchaîne les coups et finit par un coup de pied dévastateur. Kim tient bon, ce qui fascine Ivan. C'est un génie. Kim se demande pourquoi ce taré le frappe tout en le traitant de génie. Ivan rit. Un lycéen sans entraînement tient tête à sa garde royale et à lui-même. C'est impossible. C'est un génie qui ne naît qu'une fois par siècle. Kim dit à ce vieux de se taire, sinon il va le frapper. Ivan lui propose de travailler pour lui. Il promet d'aider son talent à éclore. Kim comprend enfin ce qui se passe. Scramble Love n'est plus une comédie romantique. Cette offre sort d'un manga de Shunan. Au début, c'était une romance, mais tout a changé quand il est arrivé et a commencé à soulever de la fonte. Il est sans cesse entraîné dans des bagarres car on le prend pour un héros musclé. C'est peut-être pour ça qu'il a une force surhumaine. Il s'imagine même en couverture avec Ryuji. Il se demande si le manga est publié dans un magazine différent, ce qui expliquerait le passage de la romance impopulaire au succès shounen. L'auteur a peut-être craqué sous la pression et il va devoir affronter des gens dangereux. Kim n'est pas emballé et Ivan s'apprête à le frapper tout en lui offrant une bourse. Logement, voiture, tous frais payés. Moi, je brûlerai mon diplôme pour une offre pareille. Mais notre gars prouve qu'il est unique en bloquant le coup, en souriant à Ivan et en refusant. Peu importe la force de ce vieux, Kim sait qu'il perdra contre Ryuji. Il doit donc rester près de lui. C'est sa seule chance. Le pauvre Ivan ignore que Kim veut utiliser l'armure scénaristique de Ryuji. Il va frapper Ivan pour l'envoyer en réincarnation. Un coup au plexus lui coupe le souffle. Il enchaîne, mais Kim voit une ouverture et gifle le mafieux russe, plus par manque de respect que pour faire mal. Ivan est furieux, et Kim réalise qu'il a fait une erreur. Ivan l'attrape, le soulève et l'appelle gamin, comme un certain dieu de la guerre. Il lui dit que pour frapper, il ne faut pas faire semblant, mais viser pour tuer. Il démontre sa technique en mettant toute sa force dans son prochain coup. Notre héros va-t-il se réincarner ou survivre à cette rencontre avec le mafieux russe? Kim penche la tête de quelques centimètres, évitant de finir en purée. Le mur derrière lui se fissure sous le coup du vieux. Kim souffle, épuisé. C'était bien trop près pour lui. Il a survécu en se libérant de sa prise. Mais c'était quoi ce coup de poing dévastateur? C'est le genre de coup que mon grand-père donnait.
Ivan commence enfin à parler en russe. Kim hausse un sourcil. Il se demande s'il parle anglais. Il explique que c'est l'art martial secret impérial romain, celui de l'aigle à 2 têtes de l'empereur. Kim comprend qu'il est dans de beaux draps. Il tente de bloquer les coups, mais protège à peine ses organes vitaux. Il ne suit plus, même avec sa vision méta. Sacha supplie son père d'arrêter, mais Ivan lui dit de se mêler de ses affaires. C'est entre lui et ce gamin. Soit il l'emmène, soit il l'enterre ici même. Kim est à bout de souffle. Pour la première fois, il est dominé. Ivan lui dit d'arrêter de jouer les héros. S'il ne veut pas mourir, il doit venir en Russie. Ivan promet de lui enseigner toutes ses techniques. C'est un combattant né. Bien sûr qu'il peut bloquer toutes ses attaques. Des attaques que même l'élite de son clan ne peut contrer. Les faibles doivent se soumettre, et il lui promet tout le pouvoir du monde. Kim comprend que tant qu'il refusera, il sera roué de coups. Kim murmure qu'il a des gens précieux autour de lui. L'image de ses amis défile. Il ne jettera rien pour de l'argent, la gloire ou le pouvoir. Il dit au vieux de fermer sa gueule et de retourner dans son désert glacé. Ivan admire sa conviction, mais ça va le mener droit à la tombe. Il esquive, se baisse, prêt à l'écraser. Le coup suivant le secoue violemment. Kim chancelle, cherche son souffle, mais Ivan ne lui laisse aucun répit. Il enchaîne. Kim tente de riposter, mais Ivan esquive, l'attrape au collet et le soulève, avant de le frapper au plexus. Kim crache du sang. Comparé à Boris, ce type est un véritable cauchemar. Il est vraiment le plus fort. Sacha n'en revient pas de voir un tel duel entre le plus fort de l'histoire et celui d'aujourd'hui. Elle supplie son père de lâcher Kim, mais Ivan n'est pas d'humeur. Elle insiste et il menace de corriger l'erreur d'il y a 18 ans. Il l'attrape et la projette au loin. Kim est furieux qu'il ne puisse même pas épargner sa propre fille. Il se relève, le corps en feu. Ivan lui dit de faire parler ses poings plutôt que sa bouche, sinon ça va mal finir. Ivan s'apprête à porter le coup final quand quelque chose siffle. 3 kunai se plantent à ses pieds. Ivan reconnaît les shurikens du Yakasha noir. Une lame passe, et une kunoichi s'interpose entre Kim et lui. Kim reconnaît la fille du club de kendo, la chef du clan Fuma, Yukika. Que fait-elle ici? Elle doit fuir. La Fuma révèle que l'homme que ce vieux cherche est son père. Ils ont perdu sa trace il y a 10 ans. Elle se souvient quand le Yakasha noir a quitté le village caché. Il savait qu'il avait une fille, mais pas qu'elle se battait. Elle donne une pilule à Kim, sans explication. C'est une pilule ancestrale, supérieure à un Sansubin, pour libérer son potentiel. Ivan rit. Il ignore leur plan, mais ça ne marchera pas. Il ne les laissera pas gagner en puissance. Fuma lui dit de se reposer. Elle lui offre sa minute de répit. Il regarde la pilule dorée. Il hésite, il ne veut pas de drogue d'inconnu. Mais tout vaut mieux que de se faire massacrer. Dès qu'il avale la pilule, elle active tous ses canaux énergétiques. Il sue à grosses gouttes, espérant que ce n'est pas un dopant destructeur. Ses muscles gonflent et un brasier intense l'enveloppe. Il hurle de douleur, craignant un piège. Le brasier s'intensifie, accompagné par ses cris déchirants. Ses vêtements brûlent, on dirait qu'il s'est transformé en soleil. Difficile de croire que ce type devient un Ascordo. Kim se sent invincible, un 3e œil s'ouvre, lui révélant la vérité. Il sent une énergie colossale tourbillonner. Fuma est stupéfaite. L'effet dépasse ses attentes, comme si tout son corps s'ouvrait, façon Kaioken. Mais ça ne dure que 5 minutes. Il doit en profiter pour vaincre Ivan. Ce dernier, lui, est intrigué. Enfin un adversaire à sa taille, il protège les filles, sommant Ivan de ne pas toucher à sa fille. Il dépasse les bornes. Ivan éclate d'un rire hystérique. Il va faire quoi? Appeler la police? Ses paroles sont vaines sans la force. Les filles réalisent que ce vieux est un vrai danger. Ivan défie Kim de le battre ici et maintenant pour prouver sa valeur. Un tigre de feu surgit derrière lui, le poussant à tout donner. Il lance un premier jab, mais contrairement à avant, Kim encaisse. Ivan est aux anges, Kim est terrifié. Il parvient à suivre les mouvements d'Ivan. Il attend le jab, l'esquive au dernier moment et lance une contre-attaque. Pour la première fois, Ivan recule. Kim enchaîne avec un coup au visage qu'Ivan évite de justesse. C'est peut-être la pilule, mais il est à un autre niveau. Ivan refuse d'y croire. Lui, le plus fort du monde, perdrait contre un lycéen japonais. Il hurle, se dit Griffin l'empereur, imite un aigle et lui ordonne de mourir. Le bleu affronte le rouge. Kim voit le poing arriver au ralenti et saisit son bras, mais c'est ce qu'Ivan attendait. Il veut lui arracher la main avec ses griffes de Griffin. Ses doigts s'enfoncent dans la chair de Kim, le faisant saigner. Kim grimace de douleur et lui dit de bien s'accrocher. Il va passer un sale quart d'heure. Il se met à tournoyer autour du vieil homme, le projette au sol et enchaîne avec un coup de pied au menton. Ivan vacille, entre deux eaux. Il n'arrive pas à croire que le plus puissant mafieux du monde ait été vaincu par un lycéen japonais. C'est impossible.
Kim reste là, triomphant. Il s'excuse, il n'est pas japonais mais coréen, ce qui choque les filles encore plus que sa victoire. Le chef de la famille Egg est tombé, il peut enfin reprendre sa vie. Puma ne s'attendait pas à ce que Kim gagne. Comment peut-il être aussi fort? Sacha court vers lui pour savoir s'il va bien. Elle s'excuse pour son père et promet de gérer la suite. Il soupire, Sacha sait bien que son père ne s'avouera pas vaincu si facilement. Elle va tenter de l'exfiltrer. Kim perd connaissance, terrassé par les effets secondaires de la pilule. Fuma propose de l'emmener pendant que Sacha gère son père. La foule s'attroupe, se demandant si c'est bien l'immortel Ivan. Ils se séparent, sans doute pour toujours. La Golden Week s'achève et Kim erre comme un zombie, épuisé par le combat. Il est courbaturé de partout. Heureusement, aucun article ne parle du combat, il peut rester discret. Mais il ignore ce qui l'attend. Le professeur demande le silence à toute la classe. Une nouvelle élève nous rejoint aujourd'hui. Elle vient tout droit de notre école partenaire en Russie. Oui, comme tout le monde l'a deviné, c'est Sacha. Kim devient livide. Il ne veut surtout pas revoir son père. Elle se présente. Elle aime le tir, l'équitation, les mangas et la lecture. Et récemment, elle s'est découvert une passion pour cet homme. Kim comprend que sa vie tranquille est finie. Même Ryuji sourit, surpris par cette déclaration. Il ne pensait pas Kim si séducteur. Kim est au bord du malaise face à la jeune fille aux cheveux bleus. La classe est captivée par Sacha. Elle explique avoir appris le japonais via les animés, mais tout le monde veut savoir si elle aime vraiment Kim. Kim espère que non. Sacha explique qu'il l'a aidée et qu'elle cherche un homme plus fort que son père. Donc, forcément, elle craque pour Kim. Tout le monde s'interroge sur ce triangle amoureux. Entre Kishimoto, Karen et Sacha, il est très entouré. Et la rumeur dit qu'il fréquente aussi la présidente. Les rumeurs courent et Kishimoto s'inquiète pour son ami. Elle se demande froidement s'il était occupé pendant son voyage. Il s'est même trouvé une étrangère. Il l'a commandée sur le dark web ou quoi? Kim parle de malentendu, mais Kishimoto frissonne. C'est l'excuse typique d'un héros de comédie romantique. Kim réalise qu'il est devenu ce qu'il détestait. Sacha était une héroïne originale. Ryuji devait s'en occuper. Mais tout a changé à cause de ses interventions. Il voulait vivre tranquille en PNJ pendant que Ryuji gérait les drames amoureux. Il souffre de son succès, se plaignant que son steak est trop juteux et son homard trop beurré. Bon sang, ça aurait dû être moi. Il se plaint encore que sa vie normale est gâchée. C'est alors que Karen arrive, fidèle à son style garçon manqué. Elle est chaleureuse avec Kim et lui demande si ses vacances se sont bien passées. Sacha sent le danger arriver. Elle ordonne à Karen de s'éloigner de son homme. Karen demande depuis quand ils sont ensemble. Kim sent ses bras écrasés par 2 paires de marshmallows. La rousse crie que Kim est son ami, le petit ami de Kishimoto. Kishimoto est sous le choc, étourdi, tandis que Kim se demande quand il est devenu son petit ami sans le savoir. Kishimoto lui crie que ce n'est pas ça, ils sont juste amis. Karen n'en revient pas d'avoir cru le contraire et de s'être retenu pour Kishimoto. Sacha veut s'approprier Kim comme un pays s'empare d'un territoire pétrolier. Pendant leur dispute, une fille nonchalante demande ses notes à Kim. Elle a raté quelques cours. Kim lui donne ses notes et elle promet de les rendre après les avoir lues. Kishimoto se demande pourquoi une bonne élève emprunterait les notes de Kim. Il répond qu'elle fait partie des 10 meilleurs de la classe. Karen insiste, pourquoi demander les notes de Kim? Il révèle qu'il est bon élève, ce qui fait planter le cerveau de toutes les filles. Kim crie qu'il est premier de la classe, ce qui choque encore plus. Son pote dit qu'il a l'air nul, mais que c'est un génie. C'est une réaction normale, les filles sont impressionnées, alors il s'éclipse avec élégance en disant qu'il doit aller aux toilettes. Elle voit qu'il est gêné, il veut s'échapper discrètement, mais le pauvre se retrouve encerclé par les 3 filles à la cafétéria. Kim regrette ses déjeuners tranquilles sur le parking. Maintenant, elles le suivent comme des poussins sous les regards envieux. Il se demande pourquoi elles sont si agitées, et calme le jeu en demandant leurs résultats au partiel. Elle baisse la tête. Elle devrait réviser au lieu de s'amuser. Karen est nulle en histoire, Sacha en japonais, et Kishimoto manque de bon sens. Kim voit l'occasion rêvée de créer un groupe de révision. Après tout, l'union fait la force. Elles se disputent immédiatement pour savoir chez qui elles vont se réunir pour la première fois. Kim rit comme un super vilain. Il sera enfin libre ce week-end pour faire ce qu'il veut. Le soleil se lève, Kim s'essuie le front. Il a enfin fini d'installer la salle de sport dont il rêvait. Avec l'argent de Sacha, il a du nouveau matos. Il commence à soulever de la fonte quand son téléphone sonne. Il se demande qui c'est. C'est Kishimoto, entouré d'une armée de types effrayants. Elle lui ordonne de descendre. Kim ne comprend rien, surtout avec ses gardes du corps aux airs de Yakuza qui le fixent. Sa vie sera-t-elle un jour paisible ou aussi chaotique que celle de Chi-Chi avec Goku? Kim est stupéfait. Depuis quand Kishimoto est-elle une chef de clan? Elle lui fait signe de monter dans la voiture.
Le chauffeur est le type qui l'a mis KO, le capitaine Boris. Kishimoto révèle que c'est l'oncle de Sacha. Kim s'assoit près de Sacha et demande des explications. Elle répond qu'il est son garde du corps. Il la suit partout. Kim plaint Boris, obligé de jouer les chauffeurs pour celui qui l'a tabassé. Ils arrivent au manoir, le président est ravi, et Kim le reconnaît malgré sa perruque ridicule. Il fait semblant de ne pas le connaître, il se présente, et le président est ému par sa fiabilité. Il est ravi du choix de Karen. Il le voit déjà comme un gendre, comme si c'était un examen national. Il se tourne vers Boris, ils se connaissent bien. Il est stupéfait que la fille d'Ivan soit dans la classe de sa petite Karen. Il ignore qu'elles aiment le même garçon. On demande pour ses blessures, et Boris pointe Kim en russe. Kim se demande pourquoi il le balance. Il ne sait pas que les balances finissent mal. Le traducteur dit au président que Kim l'a blessé. Kishimoto n'en revient pas. Boris ajoute qu'Evan a aussi été blessé par ce gamin. Le point de la destruction a été battu par un ado. Kim est fichu. 2 chefs de gang ont les yeux rivés sur lui. Il veut juste rentrer s'entraîner. Il essaye de penser à son bonheur, soulever 300 kilos au soulevé de terre. Le président s'enthousiasme pour son futur gendre. Karen lui demande de se taire. Ils s'excusent et ils vont dans sa chambre. Kim se demande s'il a rendu service à Ryuji. À table, il analyse les points faibles de chacun. Kishimoto est nulle en sciences, sans doute à cause de ses cheveux blonds. Elle doit apprendre toutes les formules par cœur. Il y aura un test, il faut travailler. Karen est nulle en histoire, elle doit trouver une autre méthode. Sacha partagera ses notes et ils réviseront le japonais ensemble. La session d'études commence. La première heure est difficile, mais les filles tiennent bon. À la deuxième heure, Sacha joue sur son téléphone, Karen fabrique un robot en gomme et Kishimoto fait la sieste, pendant que notre gars bosse. Pour un ancien étudiant en ingénierie, 2 heures, c'est rien. Après tout ce temps, il veut faire une pause et demande à utiliser la cuisine de Karen. Elle se demande pourquoi. Il sourit simplement. Tout le monde est fatigué, il va préparer une collation. Elles sont surprises qu'il sache se battre, étudier, être charismatique et cuisiner. Il sert 4 coupes de fruits et les filles en salivent d'avance. C'est si joli qu'elles prennent des photos pour Instagram. Sacha, la plus audacieuse, demande à Kim d'ouvrir la bouche pour un échange de bouchées. Il regarde la cuillère devant lui. Il croise ses yeux de biche, ne peut pas refuser et accepte à contre-cœur. Karen et Kishimoto se disent qu'elles vont commettre un crime si elles ne le font pas manger dans leurs mains aussi. Elles craquent et Karen regrette de ne pas avoir agi plus tôt. Elle pensait que Kishimoto et Kim sortaient ensemble, mais Kishimoto a refusé, laissant le champ libre à Sacha. En fait, elle est tombée amoureuse de lui quand elle a porté son sweat. Kim regarde ses fruits, Karen se dit qu'elle a une chance et qu'elle ne doit pas la gâcher. Les partiels sont finis, Kishimoto a mieux réussi que d'habitude. Kim est fière de ses efforts. Elle veut fêter ça au karaoké. Elle invite tout le monde. Seul son pote a raté ses examens. À propos d'examens, une rumeur dit qu'il a battu 20 membres de la mafia russe dans la rue. Kim ne croit pas qu'il y ait eu des témoins. Mais son ami n'y croit pas non plus. Impossible qu'un idiot batte 20 types. Sacha sourit et lui murmure à l'oreille si c'est vrai. Sacha s'invite au karaoké pour leur faire entendre sa voix divine. Ils acceptent et le groupe part vers Shibuya. L'ami de Kim demande s'ils ont faim. C'est l'heure de manger et il connaît un super burger juste là. Un délinquant passe en moto et les insulte. Kishimoto fouille son sac, son portefeuille a disparu. Il était plein, elle devait payer. Kim préfère mourir plutôt que de ne pas la laisser payer. Il jette son sac et court après la moto, leur disant d'entrer. Le délinquant inspecte le portefeuille. Il est ravi qu'un étudiant transporte autant d'argent. Il entend quelqu'un hurler. Il voit une montagne de muscles foncer sur eux avec une aura terrifiante, pire qu'un éléphant en furie. Les gars démarrent en trombe. Mais Kim suit la moto à fond, gagnant du terrain par pure rage et détermination. Il exige le portefeuille, serrant la moto si fort qu'elle craque. Il la soulève comme un gosse sur un vélo. Les délinquants changent d'attitude et s'excusent. Ils espèrent ne pas avoir affaire à Big Terry pour leur crime. Ils rendent le portefeuille et s'enfuient. Kim est soulagé de l'avoir récupéré. Il se souvient que Rika voulait payer le karaoké. Une silhouette l'observe derrière un pilier. Est-ce son prochain défi? Le soleil se couche, il décide de rentrer pour la nuit. Il va finir sa séance de sport. Une silhouette l'appelle patron et lui demande de l'attendre. Un homme aussi musclé que Kim l'appelle patron et veut lui parler. Kim sourit, gêné, et demande qui il est. Pour la première fois, quelqu'un est aussi bâti que Kim. Mais l'homme s'agenouille et demande à devenir son disciple. C'est quoi ce délire? Tout le monde reconnaît Kim, le patron du resto coréen, et s'étonne de le voir avec un voyou. Le type se présente, Goto. Kim l'attrape et l'emmène rapidement à l'écart. Goto a 17 ans, même s'il fait plus vieux. Il travaille dans le bâtiment et doit nourrir 4 enfants. Il dirige un gang de motards.
La parade des 100 démons. Kim trouve le nom ridicule. C'est là qu'était le voleur. Pourquoi le suivre? Goto explique que Kim est la définition même d'un homme. Plus jeune, malgré sa taille, il était timide et se faisait harceler, à l'école et partout ailleurs. Il a voulu devenir fort, changeant son look et son attitude. Il a mis des tonnes de gel et s'est acheté une moto pour avoir l'air cool. Il a joué les durs. D'ex-victime, il est devenu le chef des harceleurs. Mais voir Kim défendre ses amis et récupérer ce portefeuille lui a montré ce qu'est un vrai homme. Kim se sent coupable. Il voulait juste faire du karaoké gratuit. Goto insiste pour devenir son disciple. Kim se demande pourquoi sa vie est si compliquée. Comment se débarrasser de ce grand bébé? Il accepte à une condition. Il devra endurer 3 jours d'entraînement intensif. S'il tient, il sera son seul disciple. Kim compte bien l'épuiser pour qu'il abandonne de lui-même. Il est à peine 4 heures. Kim court déjà, suivi par un Goto en difficulté. Il pensait qu'il aurait plus d'endurance. Il voulait le pousser à bout, mais il est pathétique. Kim se demande pourquoi il est déçu. La même question que mon père a posée à l'annonce de ma naissance. Kim veut le pousser à partir. Mais au fond, il veut juste un partenaire d'entraînement. Il arrive au bar et lui demande de faire une traction. Avec ses muscles, il hurle, ce qui surprend Kim. Mais le pauvre ne peut même pas faire une traction et tombe. Kim n'en revient pas qu'il soit si peu en forme. Il lui dit qu'ils ne peuvent plus s'entraîner. Il est nul, pire que Yamcha. Mais Go-Do le supplie d'attendre au moins 3 jours. S'il ne peut pas faire une traction, il doit partir. Go-Do insiste. Il a privilégié le volume à l'endurance. Il a l'air fort, mais il est faible. C'est pour ça qu'il veut devenir le disciple de Kim. Le garçon pathétique insiste. Kim a pitié et lui dit de suivre son exemple à la barre. D'abord, il doit se suspendre. Go-Do reste accroché à la barre jusqu'au lever du soleil. En allant à l'école, Kim est surpris que Go-Do est tenu. Ça le motive à prendre ça au sérieux. C'est un bon gars, pas un voyou. Son ami arrive et lui demande ce qui se passe. Une fille incroyable revient à l'école, l'une des 3 beautés. Kim ne sait même pas qui c'est. Son ami l'éduque. La première beauté est Kumiko, l'une des femmes les plus élégantes du campus. La seconde est Fuma, capitaine du club de kendo. Et la troisième est l'actrice très attendue, Minato. Kim ne s'attendait pas à ce que Minato soit dans leur école. Son ami fantasme déjà sur l'actrice en attendant son arrivée. Kim n'est pas impressionné. Il s'en va et finit par atteindre le gymnase en fin de journée. Goto le suit et il rencontre l'entraîneur. Ce dernier est impressionné par la carrure de Goto. Kim demande à l'entraîneur de tester son ami pendant 3 jours. L'entraîneur rit, il ne peut rien refuser à Kim. Avec une telle carrure, il a de grandes attentes. Le pauvre va vite déchanter, comme moi après mes études d'art sur le marché du travail. L'entraîneur demande à tout le monde de se changer. On commence par le cardio et, évidemment, Goto manque de tomber du tapis. Il appuie sur arrêt et s'étale par terre. L'entraîneur le trouve désespérant. Pour un type aussi baraqué, il a la coordination et l'endurance d'un gamin de 13 ans. S'il est si peu en forme, l'entraîneur est perplexe. Goto supplie de finir les 3 jours en s'agrippant à ses jambes. L'entraîneur hurle. Il n'est pas ce genre de vieux dégueulasse. Il doit se relever. L'entraîneur ordonne à tous de se mettre debout et Goto est soulagé d'avoir une nouvelle chance. À la fin de la journée, il a l'air d'avoir combattu Satan en personne. Kim demande s'il va bien et d'une voix tremblante, il dit qu'il veut devenir son disciple. Il est prêt à tout. Kim réalise qu'il ne peut plus reculer. Il dit à Goto qu'ils doivent mettre les choses au clair. S'il veut être son disciple et un vrai homme, il doit quitter son gang de motards dès aujourd'hui. Goto est sous le choc. Peut-il vraiment abandonner toute son identité pour un homme qu'il vient à peine de rencontrer? Kim lui explique qu'ils ne peuvent avancer sans ça, sinon il ne sera pas son disciple. Kim retient son souffle, attendant la réponse de Goto. Va-t-il tout quitter pour un avenir meilleur? Goto semble hésiter. Le chef du défilé des 100 démons l'a recueilli dans la misère, il était son frère d'armes. C'était sa famille. Kim lui dit que son départ ne le regarde pas, mais qu'un vrai homme protège ce qui compte. Sa famille, par exemple. Goto pense à sa mère. Depuis le départ de son père, quand il avait 3 ans, elle l'a élevé seul. Il réalise que Kim a raison. Il doit quitter le gang pour devenir quelqu'un capable de protéger sa mère. Il ne pensait qu'à ses propres blessures, sans se soucier de sa mère. Kim sourit, fier de son futur disciple. Demain sera le dernier jour d'entraînement, et ce sera intense. Kim rit, Goto accepte avec enthousiasme. Le lendemain, Kim voit Goto s'entraîner comme un fou. Il demande au coach ce qui se passe. Goto est sur la machine depuis 1 heure. Le coach lui conseille de bien respirer et de gainer. Déterminé et robuste, il excelle dans tous les exercices. Kim ressent une fierté immense en voyant ses progrès. Après l'effort, il peut à peine bouger.
Ils ont travaillé tout le corps. C'est normal qu'ils soient épuisés, mais demain sera le dernier jour avec un entraînement spécial. En pleurs, Go-Do le remercie. Kim sort un énorme bento de son sac et lui dit de le partager avec sa mère. Go-Do est stupéfait. Un plat riche en protéines à la chinoise. Go-Do est ému aux larmes et remercie Kim pour sa générosité. Malgré les ennuis causés par son gang, Kim est d'une grande bonté. Une petite fille observe, surprise, ce colosse pleurer comme un enfant devant son mentor. Go-To dit à son ami qu'il deviendra le disciple de Kim. J'espère juste qu'il ne va pas faire tomber son bento. Il rentre chez lui, heureux d'avoir rencontré un tel patron. Il a tourné la page sur sa vie de délinquant. Quelqu'un l'appelle patron. Il se retourne et voit son ancien camarade motard, en larmes, qui implore son aide. Le lendemain, 9 heures passées, Go-To est absent. Kim craint qu'il n'ait repris sa vie de motard. Il regrette de ne pas avoir son numéro. 2 heures plus tard, toujours aucune nouvelle. Kim s'en va, déçu de ne pas avoir trouvé son disciple. Au moins, il n'aura pas à entraîner quelqu'un. Il repense à leur rencontre. Un motard s'approche alors de Kim et lui demande s'il est bien le patron de Go-To. Il a un message. Go-To ne peut pas venir. Il y a une urgence. Kim l'interpelle pour savoir ce qui se passe. Pendant ce temps, Mo, le chef des Devil Riders, fait face à Go-To. Go-To est furieux que Mo s'en prenne à ses anciens amis. Mo se contente de rire de la situation. En quittant son poste, Mo a pu prendre le contrôle du gang. Les anciens membres sont tous passés à tabac. Il s'excuse de leur faiblesse, mais Go-Pu jure de se venger. Un sbire lui barre alors la route. C'est Mito, celui qu'il avait nommé chef, qui l'a trahi. Go-To sent ses muscles endoloris par l'entraînement. C'est alors que Kim arrive, le soleil brillant derrière lui, imposant sa présence. Il est furieux. Tout le monde se demande qui est ce colosse qui vient d'apparaître. Kim demande à Go-To s'il a des ennuis. Il a fait parler les messagers sur ce qui s'est passé. Mito, le nouveau chef, a fusionné avec Mo, un gang rival. Après le départ de Go-To, les Devil Riders ont débarqué et les ont massacrés. Il veut sûrement devenir le plus fort. Kim réalise que la situation dégénère et qu'il en est en partie responsable. Il dit au gamin de le guider, il va s'en charger. Il se retrouve face à Mo, qui le prend pour l'ancienne légende des Devil Riders. Kim niait, il a juste rencontré Go-To récemment. Cet abruti musclé tente de le recruter comme bras droit. Le petit ignore que Kim a déjà refusé un boss de la mafia russe. Tout le monde lui dit de ne pas céder. Mo est un vrai vaurien, ils ne doivent pas le rejoindre. Kim trouve ça ridicule. C'est une offre puérile. Et que compte-t-il faire une fois devenu le plus grand gangster? A-t-il le pouvoir de défier l'autorité? Le chef veut faire plier tous ceux qui sont plus faibles que lui. Mais Kim, un étudiant dans un corps de jockey, lui explique que la police les ignore car ils sont petits. S'ils grandissent, les autorités les jetteront en prison ou ils finiront par ramasser le savon. Mo n'y croit pas et promet d'écraser quiconque l'attaquera. Kim sait qu'il doit leur montrer ce qu'il en coûte de se surestimer. Mo ordonne à ses hommes d'attaquer Kim. Ça lui remettra peut-être les idées en place. Des motards encerclent Kim. Il sait qu'ils sont nombreux. L'un d'eux tente de le frapper avec une chaîne. Kim l'attrape, le désarçonne et l'envoie valser sur un autre motard. Il en neutralise 5 d'un coup. Même le chef ne semble plus aussi confiant face à Kim. Mais Kim le provoque. Ceux qui veulent mourir n'ont qu'à s'approcher. 2 idiots attaquent à la batte, mais elles volent en éclats et leur crâne avec. Il les écarte, le chef les traite d'imbéciles. C'est un humain, et ils ne peuvent pas gérer un seul type. C'est comme si 100 bébés voulaient arrêter une bombe nucléaire. Le chef tente de les mobiliser, mais rien n'y fait. Godot lance une matraque à Kim, qui sourit, remercie son pote, et neutralise quiconque s'approche. Il déchire les lignes ennemies vers le chef. Ce dernier ne le laissera pas faire. Kim voit les motos foncer sur lui. Il se fige, craignant que sa nouvelle vie ne s'achève sur le bitume. Le chef lui souhaite une mort atroce. La moto fonce. Kim reste immobile. Un fracas stoppe tout le monde. Godot retient son souffle. Ce gamin retient une moto lancée à pleine vitesse à main nue. C'est impossible. Pourquoi Kim ne recule-t-il pas? Le motard le traite de monstre, ce que Kim entend tout le temps. Son coach l'accusait même de prendre des stéroïdes à cause de sa musculature. C'était sa seule explication. Kim serre les dents, il est naturel, pas un monstre dopé. De rage, il soulève la moto et son pilote au-dessus de lui. La bécane pèse plus de 200 kilos, les gars. Mo tente de se justifier, mais c'est trop tard. Kim lâche la moto dans une explosion, assommant le chef et faisant fuir tout le monde de terreur. Kim se gratte le menton. Il remarque une cicatrice sur le visage du chef. Au lieu de retrouver son honneur, il terrorise les gosses par pur complexe. Il demande à Godot où il va. Gotou réalise qu'il ne peut pas partir. Il est le seul à maintenir ces pauvres types ensemble. Il sourit et lui dit de faire ce qu'il a à faire.
Ils ne pourront plus être maître et élève, mais c'est déjà un vrai homme, car il a quelque chose de précieux à protéger. Il est aussi le bienvenu pour s'entraîner quand il veut. Le maître de salle l'apprécie. Gotou sourit, les larmes aux yeux, et promet de revenir. Lundi arrive, tout le monde parle de Kim. Une bagarre de motards fait le buzz en ligne, et notre gars est sur la miniature. Il comprend que tout le monde sait qu'il s'est battu, c'est pour ça qu'il le regarde. Son pote se demande où sont les filles. Apparemment, elles voulaient manger ensemble pour discuter. Son pote est déçu, même s'il n'avait aucune chance. Puis, son cœur manque de lâcher, car la star du lycée vient enfin d'arriver. Une beauté renversante et une célébrité qui est censée aller en cours. Son pote veut un autographe, et la belle croise le regard de Kim. Elle s'approche, salue Kim et son pote, et demande à s'asseoir avec eux. Son pote panique, et Kim se demande ce qui arrive. En fait, elle veut demander un service à Kim. Peut-être qu'elle s'intéresse à lui et veut savoir ce qui se passe. Peut-être veut-il débuter comme acteur. Kim est sous le choc. Depuis quand est-il passé de figurant à héros de manga? Et maintenant, acteur de cinéma. Que lui réserve l'avenir? L'avenir nous le dira.